Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez vu l'introduction de la vidéo aujourd'hui, elle est assez particulière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes toujours positif. Vous avez vu, il y a le soleil, donc toujours se mettre en face du soleil et mettre l'ombre dans le dos. Aujourd'hui, on va voir une vidéo et une personne extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'elle est extra et finalement elle est ordinaire. Mais pas simplement, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, hein. C'est une ceinture de champion du monde, c'est rien, hein. Mais justement, on va en parler de tout ça. Aurel? Ouais. Déjà, Salut Aurel. Quel plaisir de te voir. C'est un plaisir. Comme je vous l'avais promis, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient ici, c'est une personne qui a toujours une histoire exceptionnelle à nous raconter parce que c'est une personne exceptionnelle. Aujourd'hui, on a Aurélien Duarte et on va tout savoir sur lui. Tout savoir sur lui. Bien sûr, tout à travers de la boxe. C'est ce qui nous intéresse au premier lieu. En premier lieu, déjà, Aurélien, tu t'appelles Aurélien Duarte. Ouais. Tu es de quelle origine? Alors, merci André, et déjà merci pour ce moment parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je connais ta joie, le plaisir que tu mets à tout ce que tu fais, la simplicité, l'enthousiasme, et c'est un truc qui a vraiment marqué dans la boxe. Et depuis longtemps, je te regardais dans sa particularité, je voulais vraiment te le dire. À cette époque où c'était très dur, très bagarreur, très rivalité, toi, il y avait cette légèreté. Tes élèves sur le ring, ils en voyaient, mais à côté, t'étais cool et ça m'a beaucoup inspiré. Merci Aurel, merci. Duarte, c'est les Français, on aime bien espagnoliser les noms, parce qu'à la base, c'est Duarte, c'est portugais. Donc ouais, j'ai pas une tête de portugais, mais je viens du Cap-Vert. Donc Cap-Verdien. Cap-Verdien, une ancienne colonie portugaise. Exact. En face du Sénégal. C'est ça, 500 km je crois. La plus récente nation africaine, puisque l'indépendance date de 1975. C'est la plus vieille indépendance. D'accord. Donc jusqu'à 5 ans, j'étais portugais. Vivant au Sénégal. D'accord. Avec un passeport suisse. Enfin bref. Ah ouais, faut que tu nous racontes tout ça quand même. Je crois donc t'es né au Cap-Vert. Je suis né à Dakar moi. Toi t'es né à Dakar, d'accord. Donc au Sénégal. Capitale du Sénégal, magnifique pays en plus. On mange tellement bien, enfin bref. Donc t'es né au Sénégal, à Dakar, mais tu es originaire de... Est-ce que tes deux parents sont... Oui, mes deux parents sont du Cap-Vert. Ma mère, Rosa Maria Lopez, du Cap-Vert, de Saint-Vicente, c'est une amie de Césaria Evora. La chanteuse aux pieds nus. Elle faisait la fête ensemble. Et mon père, Pedro Silva Duarte, que dit Pipi, qui a fait 28 enfants et un 100% Cap-Verdien aussi. Répète, il a fait combien d'enfants? T'as bien entendu. Ouais. 28. Magnifique. Officiel. Hein. Officiel. On compte pas ceux avec les femmes mariées et ceux à l'étranger parce qu'il était marin. Donc tu vois, c'est très joliment dit comme ça, c'est plein de joie, mais dans la vie de ton enfance, ça complique des trucs quand même. Ça complique des trucs. Donc à partir de... À quel âge t'arrives en France? J'arrive en France à l'âge de 3 ans. T'arrives en France et dans quelle ville tu arrives? Alors au début on arrivait à Marseille, on avait de la famille un petit peu, on est resté un petit peu là-bas. Après on est monté un petit peu en région parisienne, à Villejuif déjà, chez une de mes tantes qui était installée, parce que les Capverdiens étaient déjà installés là. Et ensuite je suis parti dans l'est de la France, et c'est là que ça s'est compliqué, parce qu'arrivé à 3 ans, souvent les familles à l'étranger, même encore aujourd'hui, pensent qu'ici c'est l'Eldorado. On l'a vu avec cette grosse crise récemment, mais c'est pas facile non plus pour nous ici. Donc arrivé là ça se complique, et ma mère, l'obligation de faire le plus dur pour une mère, c'est pour faire ses papiers, pour régler ses problèmes, de nous placer. Donc à 3 ans, je me retrouve, t'as vu, j'ai des trémolos dans la voix encore, je passe des plages de Dakar avec ma mère, ma soeur, les frères et sœurs. La famille quoi. Je passe à une caserne militaire dans l'est de la France en plein hiver. Tout seul, il n'y a pas de rapprochement familial à l'époque. À 3 ans. Et je suis pas resté longtemps, j'ai fait 2 mois, mais je crois que j'en tremble encore. C'est 2 mois qui t'ont marqué. Et ensuite, on a été dans une famille d'accueil dans l'est de la France, donc ma grande sœur Virginia et moi, la plus proche de moi. On a été 2 ans dans une famille d'accueil de 3 ans à 5 ans dans l'est de la France, chez monsieur et madame Jardin, dans un pavillon, famille traditionnelle française. Magnifique. Le papa mineur, la mère au foyer qui avait déjà 4 ou 5 gosses, plus nous, tu sais, à l'époque c'était quoi, SVP, tu sais, pour les... Des gens solides. Voilà, des gens solides. L'église le dimanche, pas de gros mots, je crois qu'il n'y avait pas de télé, on mangeait les choses du potager. J'ai eu une éducation culturelle, traditionnelle d'une famille française, quoi. Magnifique. Ouais. Enfin, judéo-chrétienne en plus. Ouais, judéo-chrétienne avec des vraiment valeurs de respect, de la valeur de travail, de l'implication. Le respect du père, je sais que ça peut paraître dérisoire de le dire aujourd'hui, mais ça fait une dizaine d'années que le masculin toxique, la patriarcat, on met que du négatif là-dedans. Et on oublie les pères valeureux, les pères rassurants, les pères travailleurs. Généreux. Faut le dire, tu vois. Les hommes simples qui passent pas la télé, qu'on voit pas, qui font pas de vagues, mais qui se lèvent tôt, qui nourrissent une famille, qui posent des valeurs et qui... Donc j'ai eu ça comme socle. Toujours difficile parce que loin de ma mère...
tu sais, arraché du pays. C'est dur. Ouais. Déracinement, c'est pas facile. Ouais, c'est très, Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est le déracinement. Ouais. Toi, tu as connu, moi j'ai connu, enfin bref. Donc, 5 ans. Et de l'Est de la France, à partir de quel moment tu arrives, tu reviens en région parisienne? Alors je reviens en région parisienne à 8 ans. Donc je passe encore 3 ans après ces 2 ans de famille d'accueil dans l'Est avec ma mère et mon nouveau beau-père, mon papy, Hernandez Olubia Antonio, et je salue tous ses enfants parce qu'il en a aussi, et qui était né en 1909. Ah ouais. Ouais, il avait fait la guerre civile en Espagne, arrivé en France la résistance, et il a connu ma mère par une histoire de fou encore, et donc c'était mon beau-père, mais comme il était un peu vieux, c'était mon papy. Donc j'étais encore élevé par quelqu'un de très vieux, qui avait fait beaucoup d'années de guerre, qui avait beaucoup de sagesse, et voilà, donc c'est... Il t'a apporté des choses, il t'a apporté quoi par exemple? Il m'a apporté... La sagesse. Il m'a apporté le respect, ouais. Tu sais, mais le respect à l'ancienne, sans donner de leçons, sans faire de longs discours. Sans faire la morale. Avec la posture. Tu sais, bam, le regard, avec un mot. Il m'a apporté la tendresse et l'affection, alors que lui, ça avait été un père travailleur, tu sais, paysan dans les champs du lever du soleil au coucher du soleil. Ouais. Il a livré l'humanité dimanche. Ouais. C'est un communiste en vélo toute sa vie, jamais de repos. Ouais. Caressait pas ses enfants, il les touchait pas. Moi, ma mère me l'a amené, j'avais 5 ans. Elle me dit, c'est ton papy, je vais sauter au cou, quoi. Ouais. Et il a jamais eu le choix. Ouais. Et d'ailleurs, même ses enfants étaient très étonné de le voir devenir câlin. Il a tourné. Voilà, il a tourné. Bah oui, il avait plus besoin de nourrir, il avait plus besoin d'être fort. Donc il était devenu tendre et le papa gâteau, quoi, tu vois. Donc j'ai connu cet homme-là, avec ma mère qui était là aussi, travailleuse, femme de ménage, à nous éduquer avec un SMIC, manquait de rien. Tu sais, t'es dans des cités, t'as un appart témoin, quoi. C'est propre, c'est nickel. Et tu dis, mais comment il faisait, quoi. Ouais. Pas de superflu. Non. Hein, basique, hein. Ouais. Donc voilà, donc une éducation ça, familiale, et vraiment le petit garçon. Si tu m'avais vu, André, avant 17 ans, tu m'aurais pas reconnu. Hein. Ouais. Le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans, redoublé 3 fois, pissé au lit, la victime, le bolos de la cité. C'était moi. Ouais. Tu voulais un bonbon, tu voulais un truc, tu voulais te battre, tu venais me voir moi, t'étais sûr de gagner, quoi, tu vois. Là, je sais qu'il y en a qui vont regarder et qui vont se souvenir. Et donc, tu vois, on en reparle comme ça, 14 déménagements, et je développe 14 fractures. Ah ouais. Avant l'âge de 14 ans, j'étais plein de fractures, j'étais interdit de sport. J'ai super chaud là. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est chaud. Ah, c'est mieux là. Donc voilà, vraiment, tu vois, l'enfance fragile, je développais ça, la victime, pas confiance, pas l'image d'un papy à la maison, mais pas d'un papa, tu vois. Et puis voilà, la fragilité dans ce monde un petit peu brutal qu'est la cité. Ouais. Quand tu arrives de la famille traditionnelle de l'Est de la France. Et quelle cité t'arrives? Je suis arrivé à Villejuif. D'accord, elle s'appelle comment? La cité, donc on appelle ça le 8 mai, c'est la rue Alexandre Dumas, place du 8 mai à Villejuif, c'est assez connu. Je la connais, ouais. Et donc une cité classique. Communiste de l'époque, quoi. Cité communiste de l'époque, comme à la cité ouvrière, des immigrés, les pauvres français qu'on oublie souvent parce qu'on n'arrête pas de parler des immigrés. Il y a beaucoup de Français qui ont connu l'exode. Oui. En 1900, les exodes ruraux, tous les paysans qu'on a sortis des champs pour amener à Paris dans les grandes villes, ils ont connu ça aussi. Hein. Ah, mais exactement, j'en ai connu beaucoup dans ma cité au 4000 à la Courneuve. Il y avait des gens qui étaient comme nous, enfin le même niveau. Hein, bien sûr, des pauvres. Voilà, comme nous, très modestes, on va dire. Et déjà, tu vois, j'arrive dans cette cité, j'avais passé 1 an à Voipy. Dans l'Est de la France. Voipy-Saint-Éloi. Voipy, déjà la cité. Je connais Voipy-Saint-Éloi. Ouais. Je devais aller faire du judo, ma mère elle me met là, je vois les gamins, tu sais là. Je sais que ça va vous paraître brutal, mais justement cette brutalité, tout va vite, on se parle fort, c'est brutal d'ailleurs, mais c'est devenu tellement habituel qu'on s'en rend plus compte. Et ben arrivé dans cette cité au 8 mai, j'ai eu très peur, quoi. Ouais. Moi en bas de chez moi on était 2 ou 3 gosses de pavillon. Là d'un coup tu te retrouves à 10, 20, 30. Il y a du bruit, ça va vite, les voitures, le béton. Ça gueule. Donc franchement l'environnement il est impactant. Et donc c'est ça qui a développé aussi la peur. Et d'un côté la gentillesse. Ils étaient tous plus forts que moi, ils me faisaient tous peur. Et fallait que je sois gentil pour pas me faire péter la gueule. Quoi. Fallait se faire aimer de tous. Donc t'étais déjà mine de rien stratège. Ouais, parce qu'on est tous stratèges. On est tous dans la classe. T'as vu, il y a celui qui fait le coup de bluff, il y a celui qui fait le malade, il y a celle qui fait la dragueuse. Non mais t'as vite capté qu'il fallait être stratège. Ouais, parce que j'avais pas la force physique pour m'imposer. J'avais pas la force pour m'imposer. Non mais t'aurais pu ne pas avoir aussi l'intelligence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as développé une stratégie. Ouais, et je crois vraiment, André, que des fois on s'usurpe un peu à croire qu'on prend des décisions alors que c'est notre inconscient qui fait ça. Tu mets n'importe quel gamin dans n'importe quel environnement, il développera une personnalité quelle qu'elle soit pour exister. Tu vois? Après, bien sûr, avec l'intelligence, tu vas choisir cette personnalité de victime, de me plaindre, c'est la cité, c'est le quartier, c'est ma couleur, c'est ma religion. Il n'y a aucune issue à ça. Une victime ne fait que se plaindre, elle accuse et elle demande des réparations, mais elle se sort jamais de ça. Mais elle restera
Voilà, donc le fait de se dire, ok, je vais sortir de ça, avoir d'autres modèles, je veux vibrer, être le premier, je veux que ma mère soit fière de moi, je veux qu'on me regarde différemment. C'est beau. J'ai assez attiré la compassion, et des fois c'est pas de la compassion, c'est de la pitié. Ouais, c'est pire. Oh le pauvre. Voilà. Tu vois. Alors, 8 ans, t'arrives dans ta cité, que je connais à Villejuif. D'ailleurs, il y a des bons clubs de... Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Tous les champions, ils ont un karma, assez particulier. Hein. Donc, à quel moment dans ta tête tu t'es dit, ou alors qui c'est qui t'a... Enfin, à quel moment dans ta tête tu t'es dit, je sais par quoi tu as commencé, mais à quel moment dans ta tête tu t'es dit, je vais faire de la boxe? Alors c'était vraiment pas la boxe en premier. Déjà, je sais pas, avec la génération au téléphone aujourd'hui, je fais beaucoup de comparaisons, je glisse des petites billes comme ça, parce qu'il faut prendre soin de vos gosses. Hein. On était tout le temps dehors. Ouais, bah oui. Vélo, chasse à l'homme, course, escalade, et des trucs propres, hein, tu vois. On était toujours en mouvement, terrain de foot. Vélo, donc je faisais du sport avec les autres. Je me cassais, mais je faisais du sport. Mais j'avais pas la notion d'aller sport en club. J'avais beaucoup de fractures, donc pour moi, j'étais pas un corps de sportif. J'ai essayé de faire l'intellectuel, de lire à l'école, j'étais nul. Je trouvais pas ma place. Donc j'avais aucune intention sportive. Arrivé vers 12-13 ans, un peu plus de bagarre, la rivalité, tout ça. L'adolescence. Voilà, ma mère a un peu peur. Moi, elle me dit, bon, faut que tu fasses une activité. Et je pars au conservatoire pour faire de la batterie. Chambé. Et j'arrive au conservatoire à Villejuif là, et il me parle, tu sais à l'époque un peu 2 ans de solfège, quelqu'un de froid, de distant, ces adultes qu'on a eu qui ne donnaient pas envie quoi, et ça me dégoûte, donc je dis bon laisse tomber la musique, et là je rentre au quartier, et je croise un ami, Philippe Dieng, et la famille Dieng que je salue, qui faisaient tous du karaté, et je le vois droit comme un i, qui marchait dans la rue comme ça, et on se connaissait un peu tu vois, ce qui lui arrive à lui, tu vois, je rentre du karaté, on a appris le mawashi, et il monte des mouvements dans la rue, et je suis comme ça, je suis fan, et là, je veux faire ça. Ah ouais. Et donc je vais voir ma mère, oh du karaté, t'es fou, ni fit, la mère qui a peur quoi, tu vois. Tu tapes dans un ballon, tu te casses le pied. Et donc ma mère veut pas. Alors, juste une seconde. Parce qu'il faut quand même que tu dises aux gens quel âge que t'as quand même, parce que là on parle d'un truc, on sait pas si c'est les années 90, les années 2000, moi je te connais depuis tellement longtemps. Tu as quel âge? Alors, aujourd'hui on est au mois de mai 2022, tu as quel âge aujourd'hui Aurélien? Je suis né en 1970, donc faites le compte, ça fait 52 et des poussières. 52, puisqu'on a 50 d'écart. Voilà. Donc c'était dans le tout début, c'est la fin 83. Oui, c'est tout début des années 80. Début des années 80, 83. Donc vraiment à l'époque, il y avait un peu de boxe française à Villejuif, très karaté, judo, foot, tout ça. Il y avait le Muay Thai, il y avait peu de clubs. Hein. Donc karaté, donc je vais voir le karaté traditionnel, karaté Shukokai. C'est une méthode pas très répandue à Villejuif par maître Omi Naoki qui m'a donné mon premier cours en 83. On est en 2022. Il est encore là. Ah ouais. Il est encore là. Il lâche pas. Il est encore là. Il lâche pas. Pardon, Usumi. Et donc, je dis ça à ma mère qui a peur et tout, mais bon, j'insiste un peu. Et on va voir le médecin de famille, docteur Seban à Villejuif. Et le docteur, il me voit, qu'est-ce que tu veux? Un certificat pour faire du sport, tu veux faire quoi? Karaté. Non. Je te connais depuis t'as 8 ans, t'es arrivé à Villejuif, t'as 13 ans, t'en as la 10e fracture. En tant que médecin consciencieux, à l'époque, il n'y avait pas les scanners, mais il suppute, j'aime bien ce mot-là, tu peux dire des gros mots sans il suppute la maladie des os de verre, mais il n'y a rien d'affirmé, mais il ne veut pas me faire le certificat. Et là, il se passe une première dans ma vie. Je transgresse les règles. Ah, les règles familiales. Les règles familiales. Et du médecin. Médical, sociétal, culture, toutes les autres règles que la règle qui est en moi qui me dit mets ce putain de truc blanc sur toi, là, ce pyjama, et va faire des trucs avec les autres. Voilà, tu vois. Et donc qu'est-ce que je fais? Ça t'a marqué le karaté, hein? Ouais, vraiment. Pendant qu'il ausculte ma mère, de mémoire, je prends le carnet d'ordonnance, je mets un coup de tampon et j'en mets un dans mon cartable. J'ai commencé à me libérer en me libérant, en coupant les liens familiaux et les liens des adultes qui, bienveillants, protecteurs, voyaient en moi quelqu'un de fragile qu'il fallait empêcher de vivre ses expériences. Parce que tu l'étais aussi. Je l'étais bien sûr. Et comme quoi j'ai bien fait, parce que j'étais faire du karaté. Je suis arrivé au cours du mois de septembre, c'était plein. Oumi voulait pas me prendre. J'ai fait un scandale, moi qui étais un enfant assez introverti. Je me rappelle, j'ai fait un scandale et ma mère avait honte et tout. Il m'a pris pour que je me taise. Tu vois. J'ai fait le cours de karaté, ça a commencé comme ça. Et t'as kiffé?
J'ai kiffé. C'est bien le karaté. Hein. Ouais, c'est très bien. Il manque quelque chose. Mais il y a une belle éducation. La discipline, l'uniforme, la soumission à des règles. Je sais que ça vous fait peur et peut-être que seulement les gens qui croient en Dieu, les gens qui croient en la vie sont soumis à quelque chose. Oui, tu es soumis. Tu es soumis à l'oxygène. Sans oxygène, dans 3 minutes, t'es mort. T'es soumis à l'eau, t'es soumis à l'amour, t'es soumis à la compassion, t'es soumis à l'entraide. Si tu te soumets pas à ça, tu te soumettras à quoi? À la haine, à la colère, à la frustration et tu vibreras autre chose. On est forcément soumis. Donc j'ai accepté de voir des adultes forts et qui me reprochaient pas d'être faible ou qui me culpabilisaient pas, qui allaient m'apprendre à être fort comme eux. C'est une belle éducation quand même. Non, le karaté, moi j'en ai fait, c'est pour ça, mais c'est une belle éducation. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau toi? Dans le karaté, écoute, on fait du Muay Thai tous les deux depuis tellement longtemps, tout ça. Moi j'en ai fait quand même, j'en ai fait très longtemps, j'ai même fait des compètes et tout. Il y a un truc que j'ai aimé, c'est le respect. Du plus petit au plus grand, il y a une espèce de hiérarchie qu'il faut que tu n'as pas le droit de transgresser. Mais par amour de la même passion. Voilà. Pas par crainte ni par peur du maître, par considération. Exactement. C'est comme le père que tu veux être. Est-ce que tu veux être un père que tes enfants craignent ou un père que tes enfants aiment et considèrent? Donc c'est ça la question. Et donc véritablement, ça a transformé le regard qui se posait sur moi. Il y avait un endroit où je me sentais plus comme nul en orthographe, pissé au lit, se casser les bras. Oh, j'ai que des problèmes avec toi, les inquiétudes des autres. Il y avait un regard bienveillant. On se construit avant l'âge de 7 ans, principalement plus tard, dans le regard des autres. Et on n'est pas des yaourts, il n'y a pas de date de péremption. Si, quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, si quelqu'un te regarde comme un champion et que voit le meilleur en toi, il ressortira. Bien sûr. Donc là, j'aime ça, j'aime la progression. Tu fais un truc, tu connais pas, tu apprends un nouveau mot, une nouvelle langue, le japonais, tu as un code comme les autres, tu apprends à mettre ta ceinture, une posture à genoux, une nouvelle culture. Il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dehors, ce monde brutal où tous les égos, chacun veut donner son avis, chacun veut mettre sa règle, et au final, c'est plus de la liberté, c'est de la chienlit. La liberté, elle existe qu'à partir du moment où il y a un cadre, même si on en sort, tu vois. Donc c'est ça que j'ai aimé, me sentir en sécurité, me sentir accompagné dans mon chemin du vilain petit canard qui allait se transformer en beau cygne. Parce qu'on oublie cette phase de l'adolescence où on fige les gamins, il est con, c'est un passage. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont cons quand même. Oui, mais c'est un passage. Oui, bien sûr. Rajouter tu es con aujourd'hui. Oui, bien sûr. Dites-lui tu es con à cet instant parce que le monde est moche. Non, on plaisante. Ce monde il entend t'es con à vie. Nos paroles condamnent. Vous saisissez, on a un point important, surtout si t'es parent, si t'es enseignant. Donc là voilà ce que je découvre. Et attention, j'en fais 2 fois par semaine, je fais pas de compète, je suis pas très bon. T'en fais combien de temps? 2 fois par semaine, je fais du karaté de 13 ans à 17 ans. C'est pas rien. C'est pas rien, mais j'en fais 0 compète. Non, mais tu arrives à quelle ceinture? J'arrive à la ceinture marron. En la ratant une première fois, j'arrive à la ceinture marron. Je fais des katas, j'ai un grand écart, je lève la jambe haut, mais il n'y a pas de force, c'est vraiment juste de la gestuelle. Oui, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. Et ça te met en confiance. Et ça met en confiance. Donc la karaté avec Omi, et déjà à l'époque, tennis de table, je faisais les deux. Tennis de table. Donc j'aimais bien tennis de table, la vitesse. Il y en a qui disent ping-pong, et tu peux descendre la caméra. Non. Tennis de table, 2 heures, la répétition, la régularité. Et là, pareil, j'apprends la douleur qui fait progresser. J'apprends la répétition du geste, le rythme, les bases. Les yeux, la vista, puis je vois que ça passe. C'est magnifique, j'adore ce sport. Donc voilà, j'adore ça, la finesse, la précision. Et donc j'ai ces 2 activités. Je commence à me développer, je commence à raconter des blagues. En fait, tu commences à prendre conscience de toi. Voilà, je commence à prendre conscience de moi. Je suis quelqu'un. Je peux diriger ma vie, je peux être mauvais, mais je peux être bon, je peux être drôle. Je suis pas condamné à ce que les autres pensent de moi. Alors encore une fois, ça passe par une discipline, ça aurait pu être l'écriture, ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être la peinture. Encore une fois, moi j'invite les gens qui, encore une fois, c'est grâce, encore une fois, aux arts martiaux. Au passage par le corps, parce que c'est immédiat. Toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu pratiques, quand ton corps est en mouvement, tu peux plus te mentir. Et dans la réalité, dans cette société, ne te bats pas, ne lâche pas, où tu peux rien lâcher. Quand tu arrives dans un lieu où tu peux lâcher, tu te transcendes, tu évacues les énergies négatives, tu évacues les toxines et tu te libères. Et tu récupères des énergies positives en retour. Parce que les énergies positives, on les crée. Vous voulez tous la chercher, l'énergie positive, arrêtez de la chercher à l'extérieur. Elle est dans toi, mais elle est polluée par tout ce que tu t'empêches. Calme ta joie, ne crie pas, ne pleure. Qu'est-ce qu'on exprime au final? C'est bien d'avoir peur aussi. C'est la vie. Mais bien sûr, c'est bien de douter aussi. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. C'est les 2 facettes d'une même pièce. Et puis de douter, moi j'adore douter. C'est important. Mais voilà. Donc on en le karaté et le tennis de table. Karaté, tennis de table, 2 fois par semaine. Tennis
tac, tu commences à être un petit peu méthodologie. Ça veut dire que tu as une méthode, genre 2 fois par semaine, ceci. Ouais. Donc dans ta tête, tu commences à créer un rituel, des habitudes, mais des bonnes habitudes. Ouais. Parce que les gens disent, ouais, les habitudes. Non, c'est des bonnes habitudes. Et là, eh ben, il se passe un truc, c'est que je suis au karaté, j'ai ceinture marron. Est-ce que tu avais tes cheveux qui montaient? J'avais ma coupe afro. Je me rappelle de cette époque-là. Ouais. Moi, je me rappelle. Il faut qu'on en parle de ça Ouais, aussi. on va en parler. Je me cherchais capillairement. Ouais. Des fois, il venait dans les galas, il avait des cheveux qui montaient, genre ça touchait presque le plafond. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais. Donc là, tu découvres. Donc je suis toujours au karaté, je découvre le basket. Normal, t'es grand. Tu mesures combien en règle? Je fais, alors à l'époque, là je fais 1m87 et véritablement j'ai pris 17 cm l'année de mes 17 ans. Ouais. Tu sais qu'il y a plein de successions de chiffres. T'as dû avoir mal un peu, hein? Pas trop, parce que j'étais déjà en train de me renforcer, tu vois, j'avais déjà fait toutes ces épreuves de sport, donc c'était plus le fragile qui grandissait, c'était l'adulte en construction. Ouais. Donc je suis au karaté et je m'ennuie un petit peu. Le karaté c'est bien, mais je sens que c'est un peu restrictif, j'avais envie de plus me lâcher, tu vois. Et au basket, on pouvait courir vite, on pouvait sauter, et il y avait une fille dont je reparle récemment, Karine Berrien, avec qui je suis resté quelques années, on est sortis ensemble plus tard, parce qu'on oublie souvent la dimension de l'amour. Ouais. Et c'était elle qui était ceinture marron, elle faisait des super beaux katas, j'étais fou d'elle, tu vois. Ouais. Et à Guy Boniface à Villejuif, c'est un complexe sportif, et le gymnase du karaté est au premier étage, et au rez-de-chaussée, il y a le basket. Et il y a une grille d'aération où on voit le basket. Et là, tu m'attends. Et moi, en attendant notre tour, des fois, on se taisait, en attendant silence, et moi, je regardais un petit peu le basket, et je la voyais, elle et les autres basketteurs. Et donc, à 17 ans, j'ai arrêté le karaté, et je suis allé faire du basket. Bon, après, t'es longiligne, t'es fin, t'es longiligne, en plus, toi, t'es explosif. Moi, je sais comment tu boxes. Donc, tu dois jouer au basket comme dans la boxe. T'es plein d'explosivité, puis t'es vif. C'est ça, j'étais très vif, très agressif, grosse détente. Là, tu te dis quoi? Tu dis, là, c'est chambé. Là, je me dis, encore une fois, je suis bon, quoi. Ouais. Je vais jouer avec des mecs, je joue en playground, je vais jouer au lycée terrain extérieur en 87. Il n'y avait pas de playground. Basket et tout. Voilà, le streetball, mais ça n'existait pas. On allait sur les terrains, il y en avait très peu. On allait jusqu'à Birakem, on prenait le métro. Il fallait traverser tout Paris pour trouver un terrain de basket. Il y en a partout aujourd'hui, mais pas à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était les tables de ping-pong en béton dans les partout, tu te rappelles? Tables de ping-pong. Ah, les bétons, par contre, du béton, frère, c'est. Niquer tes balles. C'est un truc de ouf. Et donc, je découvre le basket, et là, il y a un nouveau truc qui se passe. C'est que je joue en playground, et je rencontre des mecs de club. Et je vois qu'en 1 contre 1, ou même en match, je rivalise avec des mecs qui en font depuis 5, 10 ou 15 ans. Ouais. Qui ont fait des entrées. Je dis, waouh! Mais c'est-à-dire que. Vraiment, je te fais une synthèse aujourd'hui, mais à l'époque, ça gonfle l'ego, quoi. Ouais. Putain, je suis fort, et donc je dis, ouais, je vais jouer au basket en pro. Grosse erreur de ma part, il y avait tout le jeu collectif. Ici, je suis grand, chez les pros, je suis un nain. Hein. Ouais, oui, bien sûr. 1m87, regardez sur un parquet NBA ou chez les pros. Donc là, je joue à petit niveau à Villejuif, je sors mon épingle du jeu, je joue en playground, je monte de club, je vais à Vitry, après je vais à Bourg-la-Reine, je commence à me rapprocher à l'époque de la Nationale 4, ça s'appelait. C'est pas mal. On ayant commencé à 17 ans, même si tu joues 5 minutes par match, t'es fier. Ouais, c'est pas mal. Plusieurs entraînements par jour, la muscu, entraînement cadet, junior, senior, les playgrounds le samedi, le dimanche. Je traverse Villejuif avec mon ballon, je dribble les passants dans la rue, je tourne sur les feux rouges. Ouais, c'est ton dada. Voilà, j'ai mon ballon tout le temps. Ouais. Et donc vraiment je progresse, mais je me rends compte qu'il y a un blocage, j'irai pas au niveau que je veux. Et il y a une partie de moi, je le sais pas encore à l'époque, mais il y a une partie de moi qui en 1983, dans le magazine Karaté Bushido, elle a vu ça autour du ventre d'un mec, et depuis mes 13 ans, je veux ça. Je veux un trophée mondial. Ça s'appelle comment ça? Une ceinture de champion du monde. Ah voilà, une belle ceinture, regarde. Je voulais un gros trophée, un gros truc à accrocher. C'est quand même vachement beau, quoi. Ouais. Hein, franchement, je sais pas qui c'est qui a créé les ceintures. Je pense que ce sont les Anglais qui ont créé ça dans les fin des années 60, fin 1800. Ouais. Mais c'est et puis elle est lourde, hein, celle-là, c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc là, à partir de 83, tu te dis, mais ça, tu le laisses de t'écho. Ouais. Tu le laisses de côté. C'est inconscient. Ouais, c'est inconscient. Tu dis, ça là. Ce sera pour moi un jour. On va y revenir. Voilà, un jour le petit Aurel que vous voyez aux urgences, que vous voyez avec l'as de redoublant, pas de problème de police, que j'étais pas assez fort pour être un voyou, tu vois. Donc ce petit Aurel, il va apparaître autrement. Ouais. On va parler de moi autrement. Il y avait vraiment ce rêve. Ma mère, elle va être fière un jour. Alors au basket, ça va pas plus loin. Le basket a encore un merveilleux malheur. Ouais. C'est que à l'époque, je joue à Vitry et il y avait la catégorie espoir. J'étais un petit peu trop frêle pour jouer en senior, donc ils me rajeunissent d'1 an sur la licence. Ouais. Ils trichent clairement pour que je reste une année de plus avec les espoirs pour que je me renforce. Voilà. Et l'année d'après, je vais à Bourg-la-Reine, et là, bien sûr, la fédération s'en rend compte. Et donc, le club de Vitry est puni de je sais pas trop quoi, et moi, je suis privé de 1 an de compétition. Voilà. Pas de compétition.
Et la fédération, elle punit ton club, elle punit t'amende. Toi, t'es condamné aussi. Ouais. C'est pas vraiment ta faute. Mais t'es quand même condamné. C'est pas ma faute, et tu vois, j'ai les poils qui s'hérissent, je suis responsable des choix de ma vie. Bien sûr, le club a dit, même si j'avais 17 ans, quand le club dit on te rajeunit, tu fais confiance. C'est ça souvent le risque, c'est qu'on donne notre pouvoir à des autorités supérieures. C'est normal. Parce qu'ils sont responsables. Donc là, j'assume, et donc là, imagine, je peux m'entraîner avec les espoirs en National 4, je vois et je peux pas faire les matchs. Ça sert à rien. Mais alors, c'est toujours bon l'entraînement, mais c'est rageant. Oui. Et là arrive un truc chez moi, 90, 91, il y avait l'arrivée du hip-hop, 87, 88, l'époque un peu mytho, chasseur de skins, là où on se racontait tous des histoires. Donc un peu, tu vois, les treillis, camouflage, le poste. L'Aurélien, il est devenu plus belliqueux, plus guerrier, tu vois. Et là, je me rends compte avec l'interdiction du basket que j'ai la rage. Mais j'ai la rage. T'as un somme qui monte en toi. Non, mais j'ai envie de taper des gens. Un truc que j'avais pas connu avant. Moi, je clashais avec les mots, je balançais des vannes. J'essayais de te prendre un contrat en basket, avec les mots, tu vois, on vannait beaucoup. Mais là, je sens que je vais taper des gens. Je sais que ça choque ce que tu entends. Et quel humain parmi vous me dit que ça lui est jamais arrivé d'avoir envie de mettre une fessée à ton propre enfant? C'est une pulsion qui nous traverse tous. Et là, je réfléchis. Et 1991, Jean-Claude Van Damme, kickboxer. Et je dis, faut que j'essaye ça. Stage d'été à Villejuif, les stages gratuits que j'ai animés pendant des années par la suite. Initiation kickboxing. Où ça? Dans la salle de karaté où j'ai commencé. Et qui donnait les cours, tu te rappelles? Patrick Réa et Francis Hamdaoui, qui était président de la Fédé. Francis Hamdaoui, mon pote. Tu sais ce que je faisais avec Francis Hamdaoui, moi? À la mairie d'Ivry, j'étais pompiste, je mettais de l'essence une fois toutes les semaines. Non, trop Et on se mettait des low kicks, et ça je te parle de ça en 84. Francis Hamdaoui qui a été champion de France de boxe française. Il était là, il était fort. Francis Hamdaoui avec ses lunettes et tout. Donc, mon premier entraîneur avec Patrick Réa, et j'arrive là-bas, initiation donc dans ma salle de karaté, imagine les souvenirs. J'étais parti de là, j'avais 17 ans, je commençais le basket, j'arrive là, faites le calcul, 17 à 21, je reviens après. Et là, je me rends compte que l'énergie est là. J'ai la souplesse que j'ai gardée du karaté, la tonicité du basket, du tennis de table, la rage. L'explosivité. Au boxe, les coups de pied, c'est tous les mêmes. Bon, j'ai la garde là, et j'ai pas trop les crochets et tout, mais l'explosivité, les déplacements, j'intègre vite. Patrick, il me regarde comme ça, il dit, tu fais quoi à la rentrée, toi? Je dis, je sais pas, je peux m'inscrire, mais moi je fais du basket, je fais un an de pause, je peux pas faire de compète, mais je fais de la boxe juste pour m'amuser comme ça. Je dis, ok. Je m'inscris au mois de septembre et je continue le basket. Et puis au fur et à mesure, ils m'inscrivent à une compète. Je m'inscris en septembre 91. Compète de kickboxing. Kickboxing avec les low kicks. Avec les low kicks, avec les chaussons à l'époque, les protège-pieds. Oui, les rouges, les bleus. Les gros chaussons. Pas de casque, pas de plastron, pas de protège-tibia facultatif. Et protège-dents et coquilles, bien sûr. Et 3 fois 2 plein contact, septembre, octobre, novembre. Au mois de novembre, je suis sur le ring. Et tu boxes où? Je boxe à Villejuif, dans le Palais des Sports où j'ai joué au basket, où il y avait Karine l'amoureuse, où il y avait tout le monde et on se retrouve tour du championnat de France, j'allais dire le village, le gymnase plein à craquer. 1000 personnes, tous les Villejuifois qui m'ont suivi plus ou moins sont venus. C'est peut-être le titre de mon livre, Jambes de laine fait de la boxe taille. Jambes de laine, c'était comme ça qu'on m'appelait. J'étais tellement souvent dans le plâtre, tu sais, on met une grosse chaussette par-dessus. On m'appelait souvent Jambes de laine, tu vois. Et tout le monde voulait voir, on l'a vu au basket, machin. Il va pas faire du kick, il va pas faire du kick. Le gymnase plein, bagarre générale. Avant mon combat, les Lozais contre le 8 mai, un mec sur le ring avec une hache, les chaises qui volent, le combat qui manque d'être annulé. Tout le monde se calme et je fais sur le ring. Mais que des histoires de fous. Je boxe un mec super fort, balèze et tout, et je le mets KO dès le premier combat, les 40 suivants, avec les poings ou avec les jambes? Je lui fais mal en jambes, mais je le termine en poing. Parce que moi je te connais, les jambes chez toi c'est les jambes et les genoux. Oui. On en parlera plus tard des genoux, mais on pourra même montrer un peu. Parce que t'as des genoux. Non, mais c'est pas que ça. T'as des genoux, c'est ça aussi. C'est des pointes. Ah, c'est des pointes, gros. On se rappellera du Thaïlandais en 99 ou en 90. À Saint-Ouen que j'avais fait. Le Thaïlandais, tu lui as mis le genou ici, là. Bref, moi j'ai eu très très peur pour lui. Donc là, tu fais ton premier combat en kickboxing en classe C, bien sûr, 3 fois 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans les vestiaires? Je crois que je jubile. J'ai jamais rien rencontré de pareil. J'ai jamais rien que la peur avant le combat, rien que 3 jours avant, la chiasse, les régimes, le truc, m'entraîner dans le parc, la tête, il se passe un truc dans ma vie, quoi. Je vais prendre des coups, je vais être mis sous la lumière. Et tu vas en donner. Et je vais en donner, mais ça on le sait comment en donner, tu vois. Comment je vais être, j'aime pas la bagarre, le regard des autres, toute la cité qui est là, wow. T'as vu, c'est horrible. Le cocktail émotionnel, la peur, la confiance, le doute, la foi, tu passes de tout à l'autre. Et le courage. Et le courage, donc je vis un truc intense que j'ai connu nulle part ailleurs. Voilà, unique.
Unique. Et là, je dis, mais je veux revivre ça. Et ce que je savais pas, que c'était le championnat de France, quart de finale. Donc, je suis qualifié pour les demi, que je gagne par KO. Et les finales au mois de juin, chez notre ami Panza. Il y avait Valérie Hénin qui boxe à Strasbourg, ouais. Je boxe l'après-midi dans un palais des sports vide. Et donc ouais, il est champion de France classe C, et là je décide d'arrêter le basket. Et là tu te dis? Là je me dis ouais, j'ai une carte à jouer, j'aime bien, les études ça marche pas trop, je sais plus ce que je fais à ce niveau-là, j'ai redoublé la seconde, je suis retourné en BEP, je suis retourné en bac pro, j'étais à la fac pour faire plaisir à ma mère, enfin bref. Et là je vois qu'à Villejuif, je vais stagner. Je sais que Patrick l'avait reconnu, je suis un peu le plus fort, tu vois, il faut pas rester quand t'es le plus fort. Alors excuse-moi, tu boxes en quel poids à ce moment-là? Je boxe en moins de 72, à ce poids-là. Putain, que moins de 72, ouais, que t'as retrouvé. À 52 ans, ouais. Mais quand même. Parce que je suis monté jusqu'à 84. 1 mètre combien déjà? 1m87. 1m87, 72 kilos. Chez nous, dans les sports pieds-points, c'est un avantage, on est d'accord. Ça aide. Ouais, ça aide. Donc là, tu es champion de France classé, tu continues. Et là, à partir de quel moment tu décides de dire, bon, allez, je vais me lancer dedans, on va voir ce que ça va donner, mais tu sens quand même en toi qu'il y a quelque chose? C'est vraiment là, je pense que la première année, quand je lâche le basket, tu sais, je suis un passionné, quand je lâche une passion, il y en a une autre. Donc je sens vraiment qu'il y a un truc à jouer. Et je me rends compte que c'est pas structuré, que c'est un peu galère, c'est pas reconnu, mais j'ai envie quand même. Et j'arrive en classe en BEP, je crois, et je tombe sur un pote qui est à Vitry, à haute tension, et qui me parle de la boxe taille. Chez Jean-Marie Merchet. Ouais, le pauvre. Bref. Oui, pas son âme. On va en parler, bien sûr, ça a été quand même ton maître d'œuvre. Pendant 7 ans. Ouais, bah oui, je me rappelle. Mon maître, mon père, mon confident, mon tortionnaire. Ton engueuleur. Mon engueuleur, tout. Et Jean-Marie, il me parle de la boxe taille, coup de genou, coup de coude, déjà moi kick, je lui qui est pas. Maître de karaté aussi. Bien sûr, karatéka à la base. Et donc mon ami Franck Chauvin, dont je suis parrain d'un de ses enfants aujourd'hui, qui était dans ma classe pendant 6 ans, m'amène à Vitry. Je vois ça, je découvre, il y avait des classes B là-bas. Les PAO, le truc, un truc plus compète, plus machin. Et je dis à Francis et à Patrick, ouais, je me sens de bouger. Et je pars avec leur bénédiction. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est-à-dire que t'es pas en mode. Moi, je me casse ailleurs. T'es pas chien de la casse. Ouais, je m'en vais, les gars. Et ils comprennent. Et limite, ils sont super heureux, quoi. Et je déboule chez JM qui faisait que de la boxe taille. Et là, je dis, ouais, moi, je fais du kick. J'aimerais bien. Je suis en classe B, tu vois. C'est important en classe B, tu vois. Et donc, c'est Jean-Marie Merchet a ramené le kickboxing quand je suis arrivé. Il faisait karaté et boxe taille. Uniquement. Donc, j'ai amené le kick et champion de France classe B, plus des combats de gala. Après, champion de France classe A en taille. En kick. En kick. Après, en même temps, je commence la boxe chez Jean-Marie. Donc oui, alors attends, justement. Ouais. Attends. Allez, parce que là, tu fais plein de combats en kickboxing. Ouais. Tu t'en fais une quinzaine, vingtaine. Ouais. Mais là, tu te dis, à quel moment tu te dis, tiens, je vais essayer le Muay Thai? Dès la classe B avec Jean-Marie. D'accord. Il m'a inscrit direct. Et à l'époque, c'était 93. C'était le bordel. Ouais, c'était chaud. Je me rappelle qu'on arrivait à Japy. C'était blindé. Pas de passeport. Oui, mais c'était blindé de monde. Il y avait un mec qui était là. Tu te pesais et vas-y, et tu boxais. Ouais. Je sais que ça peut vous paraître complètement fantasmagorique, hein, mais c'était vraiment comme ça. Oui, mais c'est là qu'il y a eu les plus grands combattants. Voilà, et on tombait les championnats francs comme ça qui étaient jamais finis, manquaient d'adversaires. Donc j'ai même pas été champion de France de boxe taille parce qu'à chaque fois ça se faisait pas, je crois. Et après championnat d'Europe, j'ai une chance européenne. Attends, dis-nous des noms quand même. Alors, parce que moi, on les connaît ces noms de l'époque. Je me souviens pas en classe B. C'est vraiment les classes A, je me souviens. Oui. J'avais boxé Eddy Saban, j'ai boxé Jean-Marc Christophe. Attention, Jean-Marc Christophe. Alors, Jean-Marc Christophe qui est très grand aussi, spécialiste des genoux. Jean-Marc Christophe qui était chez Omar, au Nemrod. Ouais. Et Eddy Saban qui était un puncher. Eddy. Quand je te dis, moi je l'adore Eddy, hein, je le connais depuis très longtemps. Lui, c'est simple. Tant qu'il ne touche pas, et en plus il était technicien. Dès qu'il touche, tu vas au tapis. Voilà. Tu te rappelles de ça? Il m'a mis un genou au deuxième round. Il m'a fait une opération à cœur ouvert. Le mec, il est chirurgien, il est rentré dans moi. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc tu bats quand même Eddy Saban et Jean-Marc Christophe quand même qui a été vice-champion d'Europe. Ouais, hein. Il y avait qui d'autre que j'ai boxé en boxe? Parce qu'après, je retiens vraiment les noms pour les ceintures mondiales, mais vraiment en combat de gala, en championnat de France, j'en ai pas fait beaucoup. Il y a des noms qui ça me revient pas. Voilà. Et donc après, tu passes en classe A. Là, c'est sérieux, le classe A. Ouais, bah là, j'ai boxé Nikema, avec qui j'ai perdu au point. Stéphane Nikema, immense champion. Grosse erreur avec tout le mérite qu'a Stéphane, mon entraîneur Jean-Marie Merchet. On part faire un championnat du monde de Shidokan à Chicago. Je me rappelle. Je fais 21 rounds dans la journée. Ouais, tu reviens une semaine après, tu boxes en taille, il n'y avait pas la lumière. Tu bosses Stéphane Nikema quand même, c'est pas n'importe qui. Vraiment, enfin un super combat. J'ai boxé Orlando Viette. Que tu gagnes. Ouais, que je gagne. Je l'ai boxé 2 fois Orlando. Alors attention, faut expliquer quand même. Non, parce que les gens ils savent pas trop, mais donc faut savoir qui est Orlando Viette. Orlando Viette ou Viette, c'est un Hollandais qui a battu
tout le monde. Il est champion de Hollande, champion d'Europe de kick, de boxe. Il a boxé Champeux. Il a boxé Kronsack, il a boxé tout le monde. Et attention, je le voyais dans les magazines en 93 quand j'étais à haute tension. Et 3 ans après, je l'avais en face, quoi. Et donc tu le boxes? Je le boxe une première fois dans l'Est, là-bas sur le chapiteau. Franchement, je gagne. Et il me donne match nul, donc il conserve son titre. Et ensuite, on fait la revanche à Paris, à Charletti. Et là, j'avais je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, c'était un très beau combat. Ouais, sur Sport Plus à l'époque, je crois. Donc voilà, j'ai boxé lui. T'as boxé qui encore en classe A? En classe A, j'ai boxé Bada, j'ai boxé en full aussi une fois, j'ai boxé, comment il s'appelle j'ai boxé Eddie Leno, qui est en équipe de France en kick, qui était très fort. Bien sûr. J'ai boxé Bruckner. Un mec du Nord aussi qui est très dur. Et en parallèle, tu fais, parce qu'il faut le dire quand même, tu fais un art de combat qui vient plus ou moins du karaté Kyokushin, qui a été créé dans les années 80-90 par Maître Seweno, un japonais, qui s'appelle le Shidokan. Karaté Shidokan. Karaté Shidokan, tu deviens champion du monde, vainqueur de la Coupe de France pour me qualifier pour partir à Chicago. Mais t'es pas seul, il y a d'autres Français avec toi. Cyril Diabaté, Pascal Lafleur, il y avait Sidi Koné, il y a plein d'autres Français. Et là, tu pars à Chicago. 3 fois. Et tu gagnes. Et je gagne 3 fois. 2 fois, je gagne. Et en P96, je perds en finale contre Marco London, un spécialiste. La particularité du Shidokan, allez, pour se passer un peu de pommade, il y avait à l'époque Royce Gracie. Donc Orlando Viet avait fait le premier UFC, et Royce Gracie, qui était venu nous voir au Shidokan, avait dit comparé à l'UFC, au Shidokan, l'UFC is a piece of cake. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Et je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit parce que moi à l'UFC je fais que du sol si je veux. Je fais que du strike si je veux. Alors que vous, au Shidokan, on a 2 rounds de karaté Kyoku obligatoire. Debout donc. Debout, toutes les règles du Kyoku, low kick. Et c'est au KO. Au KO bien sûr sur ring. S'il n'y a pas de décision, tu retournes dans le coin. Tu peux enlever le haut du karaté-gi et rester en bas ou en short. Tu mets les gants, 2 rounds de boxe taille. Et s'il n'y a pas de décision, tu retournes dans le coin, les petites mitaines et 2 rounds de combat libre sans frappe au sol. Voilà. Donc on faisait 193 déjà, tu vois. Mais tu faisais un autre truc aussi à côté. J'en ai fait tellement, dis-moi, t'as des dossiers. Moi, Aurel, je te connais depuis tellement longtemps. Tu as fait de la lutte contact. Oui, oh là là, la lutte contact, les avec Michel et Christian. Oui, Michel et Christian, j'ai oublié leur nom. À Orléans. Ouais. Guibert qui avait tenté avec la mode de l'UFC de faire ça sur un air de combat surélevé, de sumo, avec des kimonos un peu façon Dragon Ball Z. Exactement. On avait des kimonos sans manches, des gros gants. Et oui, j'ai fait une quinzaine de combats pour eux. Et t'as boxé à Orléans, t'as fait la lutte contact, il y avait les championnats d'ailleurs. Ouais. Et t'es parti aussi avec d'autres Français, il y avait Cyril Diabaté et tout ça. Et je me rappelle parce que moi j'étais invité là-bas en tant qu'invité et t'avais gagné. Là, il commençait à ramener du monde. Il y avait du monde, j'avais combattu un japonais contre qui j'avais perdu sur une éclat de bras, mais bon, après le premier round, il l'avait bien rafistolé et il l'avait laissé repartir, mais j'avais perdu là-dessus. Le tournoi, j'avais perdu en finale contre Marc-Marie-Louise. Marc-Marie-Louise, équipe de France, équipe de judo militaire, tout ça, et Kung Fu aussi, qui avait gagné la finale. Il m'avait bien neutralisé sur les amener au sol. J'étais vraiment pas un spécialiste du sol, je faisais ça parce qu'on manquait de combat. Clairement, il n'y avait pas assez d'organisation, c'était une MAD en plus. C'est pas comme aujourd'hui, bien sûr. Donc alors, il faut savoir une chose. Donc encore, excuse-moi de te couper Aurel, parce que il y a tellement d'informations. Parce que moi je te connais et je veux que les gens, enfin quand un immense champion vient ici dans la salle, je veux que les gens ils sachent qui, quoi, comment. Tu vois, c'est important. Toi, t'es un vrai passionné. Hein. Voilà, mais toi tu survoles. Tu vas en profondeur. Voilà, toi tu survoles. Moi je veux pas que tu survoles parce que je sais que le boulot que c'est de ne serait-ce que de monter une seule fois sur un ring. Donc en parallèle, tu fais des combats en kick, tu as même fait un combat en full contact. Ouais, contre Gérald Garros, le frère de Christian Garros, qui était champion de France à l'époque. Combat au pied levé, et je vois les protèges tibiales. Tu n'as pas le droit de mettre des low kicks. Pas de low kick au-dessus de la ceinture. Pas de genoux. Voilà. J'étais un pluridisciplinaire, moi, donc ça m'allait bien. Et vraiment, là, le fait de pouvoir doubler, tripler les middle avec chaussons, trucs, c'était un vrai régal. Magnifique. On a fait un super combat, j'avais gagné au point. Ouais. Et donc tu fais en parallèle, donc tu continues le Muay Thai. Ouais. Tu fais du Shidokan. Ouais. Karaté contact, oui, on a fait aussi. Ouais, moi nous aussi on l'a fait. C'était obligé. Coubertin et tout, on a connu ça. C'était génial, par contre, moi j'adorais. Et tu fais plein de disciplines où tu as le droit de t'exprimer pleinement. C'est ça. Et là d'un coup, tu deviens quand même champion d'Europe de boxe thaïlandaise et il se passe un truc quand même. À partir de là, tu fais partie des têtes. Ouais. Des têtes comme Danny Bill, comme Skarbowski. Enfin, c'est une époque comme Dida. Ouais. C'est une génération de. Kamel Jamel, Mourad Sari. Et tous les classes A, mais tous ceux qu'on oublie à chaque fois. Oui, désolé, bien sûr. Dida Diafat aussi. On vous a pas oublié. Dida Diafat, tout ça. Toi, tu fais partie on va dire des 10-15 têtes françaises. Ouais. Voilà.
voilà, mais 10 on va dire, les 10 où tu te rappelles, on se voyait tout le temps dans les mêmes galas parce que je faisais boxer Skarboski, toi tu boxais aussi. Et même tu as une très longue carrière. Donc à partir de là tu deviens champion d'Europe et là tu commences à rencontrer tout le monde. Ouais. Tu commences à rencontrer tout le monde. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'Aurel, il aime aussi le style. Donc à cette époque-là aussi, il adore s'habiller, il s'habille, il est toujours élégant, classe costume, chemise, pompe, les cheveux, les lunettes. C'est vrai ou pas, Aurel? Ouais, j'aimais bien ça. Ma maman était couturière. Je voyais que les gens portaient le regard sur nous. Je voyais un peu trop l'image Stan Smith ou Air Max, requin, battu avec Lacoste. Ça faisait un peu cliché. Et moi, c'était pas mon éducation, c'était pas ma culture. J'avais une maman qui me mettait des chemises. Je voulais, c'était moi, transporter ça. Et puis voilà. C'est que Skarboski l'a copié sur toi, puisqu'il te rappelle, il venait en costard et tout. Oui. Et tout. Donc ça donnait une image du boxeur gentleman un peu, tu vois. Voilà, ouais. Gentleman, mais quand même, t'es inconnu. C'est vrai qu'on fait le boulot. C'est vrai qu'à une interview, j'avais été très touché parce que t'avais dit, parce que beaucoup de gens avaient vu mes fins de carrière, mon milieu de carrière, où à la fin je me suis transformé en diesel, j'avais des combats un peu plus durs, mais je crois que les 47 premières victoires, c'est 47 avant la limite. Ouais, c'est un truc de ouf. Jusqu'à rencontrer Dominique Ziegler, qu'on a oublié avant Viet, 12 rounds en 95 avant Viet. Donc 4 ans après avoir commencé, je fais 12 rounds de 2 à l'Agora d'Evry contre Ziegler qui avait 20 ans de savate dans les potes et tout ça. Dominique Ziegler était 12 rounds. champion. C'est un truc de fou, tu vois. Donc il y a aussi beaucoup de défaites, il y a beaucoup d'humilité. Et ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y avait les entraînements, il y avait les magazines à l'époque, il y avait les galas, mais c'était une fois par mois ça. Ouais. Pendant un mois, t'es un inconnu. Ouais. Tu fais la queue au supermarché, j'ouvre mon gymnase, je donne mes cours. On avait l'humilité. Ouais. J'ai donné des cours depuis 1991 et j'ai pas arrêté. Ouais. J'étais au service des autres tout le temps. Villejuif, Châtillon, pendant 20 ans, Clé-Souilly, pendant 20 ans, donc ça qu'était. Ouais. J'ai entraîné le GIGN, j'ai entraîné le Racing Club de France, j'ai fait différents passages. T'as fait une petite chose aussi dans le tout début des années 2000. Ouais. Ah, tu sais, moi, tricher, moi, je me rappelle de tout. T'as monté un petit magazine. Oui, avec un ami, c'était Gentleman Fighter. J'adorais. Il était une super idée. On devait faire 3-4 pages sur le club où j'étais. Ouais. Et bon, après, il n'y a pas eu de financement. Oui. Et je sais qu'en toute humilité, parce qu'il y a l'équipe de Karaté Magazine avec qui je travaille aujourd'hui sur mon émission, donc on n'est pas concurrents. Hein. Et je me rappelle à l'époque, quand j'ai sorti ce magazine, j'avais un super graphiste et on avait vraiment révolutionné. Magnifique. Et ben, je t'assure que le mois d'après, Karaté Bushido, la mise en page, photo pleine page, c'était. Et mon pote qui est vraiment, il me dit, regarde, ils sont vraiment inspirés. Mais c'était magnifique. On a fait un très beau magazine. Tu avais fait un super reportage sur Skarboski. Ouais. Et je me rappelle, je t'avais contacté, tu m'as dit, ouais, André, je vais venir, on va faire un truc et tout. Il était beau parce qu'il y avait du noir et blanc. C'était un magazine un peu style, un peu. Voilà, tu vois, style, culture. Ouais, moi j'ai bien aimé ce truc. Je crois que tu as fait 2-3 numéros. On a fait 3 numéros, puis ensuite on n'a pas eu les financements. Et... Ouais, ça coûtait cher. Pas sûr, ça coûtait cher. Donc il y a ça. En parallèle, tu combats, tu fais plein de trucs. On peut parler quand même ton côté un petit peu famille quand même, parce que t'as un côté famille. Bien sûr. Parce qu'Aurel, c'est pas que des patates et des coups de genoux. Hein. J'étais 23 ans en couple, j'ai rencontré la mère de mes enfants au lycée, la plus jolie du lycée, en 1991. La plus jolie pour aller danser. Ouais, aussi. De 1991, on est resté ensemble jusqu'en 2014, Donc on est resté 23 ans ensemble, elle m'a accompagné tout le long de ma carrière. Toute ma vie, elle était là, donc j'avais une vie de papa, de chéri, d'amoureux. J'étais papa en 2000, donc du petit que je connais. Alors ma fille Indiana, d'abord, qui a 22 ans, que tu avais vu à l'époque. Oui, bien sûr. Et maintenant, il y a le petit Mindelo. Le petit, je connais, parce qu'il en est dans tous les galas. Tous les galas. Et donc, vraiment une vie de famille, ma mère jusqu'en 2005. On a une vie comme tout le monde, quoi. Et notamment au service des autres, avec les cours, les stages, les formations, la sécurité. Que j'ai fait 7 ans la nuit, de 93 à 2000. Avec JM. Avec Jean-Marie, avec Diabaté, on avait un sponsor, un patron qui avait différents clubs de nuit. J'ai commencé à la porte et j'ai fini gérant d'un établissement. Magnifique. Avec 10 agents de sécu à gérer, des serveuses, de la marchandise, à gérer des stocks, programmer des soirées. J'ai fait venir tous les DJ hip-hop. Donc ça m'a vraiment enrichi, tout ça grâce à la boxe. Hein. Donc tu vois que, parce que les gens ils pensent que même quand tu es champion d'Europe, champion de France, champion du monde de boxe taille, à part quelques-uns mais qui sont toujours en haut, on fait pas ça pour l'oseille, il n'y a pas d'argent. Sinon, tu n'aurais pas fait tout ça. Nous, à notre époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Hein. Je vois je crois qu'il y a certaines entrées, ils prennent 5 000, 10 000 par combat. Ou je vois qu'ils sont des sponsors. Faites-vous accompagner. Ouais. Suivez Cyril Benzekem, qui est un de mes élèves que j'adore et qui m'a dit, Aurélien, j'ai appris ta leçon. Il m'a vu, je t'ai vu galérer, je t'ai vu donner des cours, je t'ai vu faire de la sécu, je t'ai vu faire des photos, courir partout pour faire des sous. Tu arrives à l'entraînement, tu étais crevé. Lui, il a compris, il faut des sponsors, il faut des partenaires, il faut
Allez voir le grec du quartier, le supermarché qui te donne 200 balles chacun. Ça te fait, n'ayez pas honte, ça te fait 1000 balles à l'année, ça te paye ton essence, ça te paye. Et c'est vraiment super important. Le nerf de la guerre, nous, on avait tous nos revenus. Tous nos revenus, c'était la bourse. Le père Pinto, des frères Pinto, quand à Londres, j'ai parlé avec lui une fois, il m'a dit, nous, Aurélien, les bourses des combats, c'est 20% de nos revenus. 80%, c'est les partenaires. La Formule 1, le ping-pong, partout il y a des partenaires. Nous, on n'osait pas. On avait honte. Après, il y a l'image aussi, peut-être. Il y avait l'image à nous de la changer. L'image, si un arrive à allumer les Champs-Élysées, à passer à la télé, c'est pourquoi nous non? Et il y en a un qui a osé. Est-ce que peut-être qu'il y en a un qui a retiré le complexe? Tu vois, moi, quand... Il y en a eu un dans les années 80, dans le milieu des années 80, c'était Philippe Cantamessi. Il avait Philippe que j'embrasse parce que c'est un super pote qui a réussi à avoir des. Il est passé dans le métro, partout, tu vois. Bon, il y a Dida avec sa vie qui avait fait ça aussi. Dida avec. Donc, de s'autoriser à attirer des gros médias. On a un t-shirt, on s'est rabaissé, on s'est diminué, on s'est dévalorisé parce que les sports majoritaires sont toujours les mêmes. Et forcément, par comparaison, alors que non, en termes de valeur, en termes d'impact, en termes de ce qu'on apporte, on n'a rien à envier à personne. Donc, autorisez-vous la richesse, autorisez-vous les sponsors, les partenaires, les contrats avec les villes. Je suis super d'accord. Démarchez, prends quelqu'un qui sait faire ça, c'est pas ton taf, prends un commercial, quelqu'un qui fait un BTS, quelqu'un dans ta famille qui aime l'oseille et fais-le chercher des sous. Bien sûr. Et imagine-toi. C'est pas honteux. Quand j'ai boxé Tyrone Spong, je faisais encore des trucs à droite à gauche. Le mec m'a dit qu'il boxe pas, il prenait 5000 par mois. Putain. Et je l'ai boxé vers la fin en 2009 ou 2010. Ça était fort Tyrone. 15 kilos de plus, 15 ans d'écart, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tenu 3 rounds. J'avais été survivre et j'ai survécu. Et j'étais content. T'es champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Bon, après les titres, t'en fais ici, t'en fais là, mais tu rencontres des têtes. Bon, tu sais qu'arrivé à un certain niveau, quand je disais tout à l'heure, il y avait 10-15 boxeurs français, dont toi, Danny Bill, Skarbowski, les autres qui avaient déjà mis ça, Mourad Sari, Diafa, Sissoko dans ma catégorie, Moussa, bien sûr. Et là, bon, après, il y a les titres, il n'y a pas les titres, mais après, c'est faut battre d'autres têtes. Donc tu rencontres qui à partir de là, surtout dans les années, tu te rappelles, les années Saint-Ouen, les années tout ça, genre 2000, tu rencontres qui? Je crois que j'ai vraiment rencontré les meilleurs de chaque pays. T'as rencontré Danny Bill? J'ai rencontré Danny Bill, c'était en fin de carrière. C'est vrai que c'était un Danny un peu en surpoids. C'était pas le Danny qui avait brillé, qu'on avait connu. Mais voilà, c'était un immense honneur d'être en face de lui. Et voilà, il y a eu cet accident. J'étais très triste. Hein. Je voudrais remettre des points sur les i parce qu'il y a des gens sur la vidéo qui disent regardez Duarte, il rigole. Il y a un moment, j'ai un protège-dents, espèce d'imbécile. Donc c'est tout blanc. Et quand il pose et que le tibia se casse, je fais à l'arbitre, je parle à l'arbitre, je lui montre. Mais bien sûr, avec les gants, on voit pas mon doigt et on voit mes dents blanches. Mais j'étais pas en train de me moquer de lui, j'étais traumatisé par ce que je voyais. Donc j'ai boxé Danny, j'ai boxé Sissoko, j'ai boxé beaucoup d'étrangers, Moussa. Alors Moussa Sissoko qui était un élève du Nemrod, de Stein, très fort, très dur. Il m'a battu en mouet. Extraordinaire. Il m'a battu en mouet et je l'ai battu en kick à Bercy sur un combat magnifique. Oui, je m'en rappelle. En 7-2. Tu boxes qui encore? Des étrangers, tu boxes qui? Des étrangers, j'ai boxé César Cordoba, espagnol. Qui a battu tout le monde. Je l'ai boxé 2 fois, César. Il était grand, hein, lui aussi. Ouais, très grand, très fort. Au premier combat, je le couche à la 4e. Il le compte dans toutes les langues et je pense que j'ai gagné la 5e, je lève le pied et je perds au point, mais j'aurais dû le finir, comme j'aurais dû finir le boulot. Je l'ai boxé 2 fois et la 2e fois il m'a bien battu. J'ai boxé Drazen Koninic, des mecs de l'Est, Ivan Strugar, beaucoup de mecs de l'Est, des tailles. Alors Manop, Majbichan, le costaud. J'ai boxé un Pima il y a très longtemps, des tailles dans ma catégorie, il n'y en a pas des masses, mais je me rappelle qu'à l'année 90, je boxais les plus costauds. Tu te rappelles à Saint-Ouen, tu boxais des tailles. Alors en tout et pour tout à peu près, on va pas non plus. Mais tu te rappelles combien de combats t'as fait en tout? Je crois qu'en tout j'en suis à 122. Ah, en tout 122? 122 en tout. Ah, c'est pas mal quand même. 122 en commençant à 21 ans. Tu boxes Belloni à la fin aussi? Je boxe le dernier combat de ma vie, Belloni, en 2011. J'étais là, c'était magnifique. 3-3 en K1, on a fait un combat. 2 grands padrés qui se rencontrent sur le ring, je me rappelle. Ils ont dit les commentateurs de Canal, et les papis font de la résistance. Ouais, je me rappelle, on avait mis la halle debout et on a fait un super combat avec Bello. Qu'est-ce qu'il est gentil ce mec en plus. Adorable. Quel technicien en plus. Oh là là. Il vient de la BF1, belle école aussi à la BF1. Il t'étouffe, il te pollue, il te cadre, il t'oblige à réfléchir, il te pousse à la faute, il te gêne. Non, magnifique. Puis, alors, à partir de là, il y a eu quand même une grosse. Les réseaux sociaux, ils ont vachement été intéressants pour ce combat-là parce que ça a bien fait monter la sauce. C'était en 2011, Et là, je me rappelle, c'était blindé. C'était blindé, c'était vraiment. Blindé, vous étiez,
deux vieux jeunes sur le ring. Ce combat, il devait se faire 3-4 fois. Au grand tournoi, on s'était raté. Ouais. Plusieurs fois, on s'était raté. Il y avait lui, il était un peu l'école BF. Moi, j'étais l'école Kick. C'était un petit peu les rivalités des guerres de clochers. Et ce combat, on l'attendait vraiment depuis longtemps. Donc, c'est clair que ça avait ramené beaucoup de monde. Ouais. Tu boxes aussi pour Sami Kepchi, pour Canal+. Ouais, j'ai boxé pour Sami, notamment Sissoko. Avec Sami, on s'est pas trop entendu. J'ai boxé 3-4 fois pour lui. Et, pas mal. Voilà, et des fois, quand la bourse arrive pas, je voulais pas boxer derrière. Quoi. Il y a des boxeurs qui acceptaient d'être payés tous les 3-4 combats, tout ça. J'étais pas dans ce délire-là, donc on s'est pas trop entendu. Et puis avec Sami, pour être honnête aussi, 2 fois où il m'a laissé ma chance en France, 2 fois j'ai perdu. Quoi. Ah ouais. Donc ça marque. Et la pression. Tu perds contre. J'avais perdu au grand tournoi contre un mec que j'avais battu, justement quand Ivan Strugar au premier tour. J'ai perdu une autre fois, je sais plus, des combats où j'étais pas là. C'est pour ça que je suis passé à la prépa mentale. C'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce que j'ai bien senti en fin de carrière que des fois je savais pourquoi j'avais gagné et je savais aussi pourquoi j'avais perdu. C'est intéressant. Je savais pourquoi j'avais perdu. C'est très intéressant. Mais souvent on attend la fin de carrière pour se le demander. Ouais. Les causes, elles sont toujours extra-ring. Ouais. Ça va comment avec madame? Ouais. Ça va comment avec tes parents? Ça va comment avec ton passé? Ça va comment avec l'argent? Ça va comment le boulot? Tu manges à ta faim ce mois-ci? Ouais. Ça va comment dans tes dettes? Ça va comment dans... Et c'est tout ça qui, le jour où ça fait gong, si la partie de toi la plus fantastique, ton âme, ton esprit, le super toi à qui tu demandes de briller, tu l'as négligé, le jour de briller va dire non, je suis pas là à fond. Je suis pas là, excuse-moi. Tous ces combats à l'envers que j'ai fait, avec toute la considération que j'ai pour les adversaires qui m'ont battu, souvent j'étais diminué par les phénomènes de la vie, parce que j'ai toujours été poreux et sensible aux accidents de ma vie. Bon, après aussi, tu sais très bien comment que ça se passe quand tu arrives à un certain niveau. Enfin, quand tu arrives à un très haut niveau, pour rester à chaque fois au très haut niveau, c'est dur. C'est très dur parce que tu peux pas te dire je vais pas m'entraîner aujourd'hui. Ça n'existe pas, les trucs comme ça. Tu connais ça. Toucher l'excellence, mais de rester, de maintenir, c'est ça le plus dur. C'est très dur. De maintenir la motivation. Je connais moi les boxeurs, pour les maintenir, j'en ai quelques-uns que j'ai maintenus, mais c'est très bien. Après, c'est très difficile. Ouais. Donc après, tu fais aussi des trucs extra sportif, parce qu'il faut en parler aussi. Donc tu travailles dans la sécu, tu donnes des cours ici et là. Moi je me rappelle des cours à Châtillon, gros club, t'as quand même vachement de monde à Châtillon. Bon, y a des gens très loisir, mais je me rappelle, il y avait même des gens qui me disaient je viens de la porte d'Aurélien Dorté, si tu veux faire du Muay Thai, va chez Zetoun. Les mecs ils disaient ça, tu vois. Patati patata. Et aussi, tout à coup, on t'appelle pour être commentateur à la télévision. Juste après que moi je finisse, tu te rappelles? Et là, moi je découvre un Aurélien extraordinaire sur l'Équipe TV. Sur la chaîne L'Équipe, Ça passait le mercredi au jeudi, je crois. C'était le jeudi soir, sur la chaîne L'Équipe. Et là, un soir je tombe sur toi, mais vraiment par hasard. Et là, je regarde les combats, c'est beaucoup de combats de Hollande, tout ça. C'était beaucoup de l'enfusion et tout ça. Et là, je découvre, et puis je reconnais cette voix. Je dis, mais c'est pas Aurel. Bon, après, moi, je sais que t'es un connaisseur de la boxe, t'es un féru de la boxe, t'es un passionné, tous les sports de combat, t'as une belle éducation, des arts martiaux, des sports de... Et là, j'écoute et je me dis, putain, le mec, il connaît pas la boxe, il va apprendre ce soir ce que c'est la boxe. Et tous les mercredis ou jeudis, je crois que c'était mercredi. Jeudi. Tous les jeudis, je suis obligé de regarder. Ah, ça me touche. Mais j'étais en replay, des fois, quand je ratais, j'étais en replay. Pas que. Bon, il y avait des beaux combats aussi, mais pour l'enfusion, toujours un peu pareil. Voilà. Et moi, j'écoutais Aurel parce que Aurel, tu racontes des histoires aussi à côté. C'est-à-dire que tu donnes vie au combat, mais à travers ton expérience. Et là, ça dure combien de temps? Alors ça a duré 3 ans l'aventure avec la chaîne L'Équipe. C'était une très belle aventure parce que, tu le vois, j'aime parler, j'ai le goût des mots. J'avais senti que, comme je te le disais, sur la tenue vestimentaire, l'image qu'avait le boxeur, j'étais pas fan. Et aussi les commentateurs avec tout l'amour, c'est Pascal Eglissi qui m'a initié. Mais j'entendais low kick, ça me paraissait réducteur, c'était trop sportif. On parlait que de ce qu'on voyait. Et je me disais, quel intérêt de ne dire que ce que l'on voit. Les gens, ils ont des yeux, ils voient, même si c'est important, tu vois. Et je me suis dit, tiens, quand on monte sur le ring, il y a une histoire. Et si je leur parlais de l'invisible, les personnes, quand elles viennent me parler, pareil, on parle un peu des combats, mais c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce que t'as appris? C'est important. Bien sûr, l'essence même de l'individu. Et je me suis dit, je voudrais mettre en lumière ce dont on ne parle pas, ce qu'on ne voit pas. Les peurs, les doutes, les entraînements. Et puis décrypter ces signes, quand on remonte son short, quand on recule, quand on baisse la tête, quand on se plaint à l'arbitre. Tout ça, c'est un langage. Il y a un langage. J'ai fait tous ces trucs-là. Donc j'aimerais vous dire, donner des pistes de compréhension pour rendre ces personnes humaines. C'est pas des surhommes, c'est pas des bêtes, ces sportifs, c'est pas des êtres élus
ils sont sortis du ventre d'une mère comme toi et moi, ils se sont cassés les os, ils ont eu peur, ils ont eu des mauvaises notes, ils ont eu des parcours difficiles et ils ont fait des choses pour transcender, pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Et je voulais que les personnes qui regardent comme ça, monsieur, madame, tout le monde, qui se sentent pas capables, qui disent ouais, je vais mettre un short et je vais essayer. Il m'a donné envie, quoi. Magnifique. Voilà. Et j'ai eu plein de retours sur ces. Moi j'adore, je t'avais envoyé d'ailleurs. Merci, ouais. Tu te rappelles, hein? J'ai eu vraiment beaucoup de retours. Ces commentaires m'ont fait passer des vacances gratuites en Ardèche. Des gens m'avaient dit ah, c'est du Hard de 21. Ah, tu me fais. J'avais une mission comme avec toi aujourd'hui. Il y a des gens qui me regardent. Nous avons une mission, apporter de la joie, du bien-être, de l'espoir, de l'amour et des solutions. Magnifique. C'est trop facile là, oui c'est dur, oui on peut pas, oui les autres c'est des salauds, oui. C'est trop facile. Ouais, bien sûr. Donc à partir du moment où il y avait une caméra, un micro et des gens qui me disent Aurélien, ce soir je n'écoute pas mes enfants, ce soir je ne travaille pas, ce soir je n'écoute pas ma femme, ce soir c'est toi que j'écoute. Waouh, la charge, tu te mets devant des gens comme ça et tu vas prétendre leur donner quelque chose. Waouh, c'est dur. La responsabilité, l'ego l'ego prend trop le dessus, on le fait dans la force, tu vois. Et là je me suis dit, j'ai cette opportunité de donner une belle image, de faire rêver les gens, de raconter des histoires. J'ai la possibilité de faire du beau à grande échelle. 300 000 personnes tous les jeudis. Ouais, je me rappelle. Le combat de Longue Rose, 500 000, on a fait un pic à 500 000. Ouais, je me rappelle. Et ils ont arrêté, enfin bref. Donc je m'éclatais. C'est dommage, hein. Je m'éclatais vraiment. Et la plus belle chose que je peux vous partager, j'ai eu vraiment de bons retours. Il y a une fois une dame qui m'envoie un mail. Monsieur Duhart, patati patata de la chaîne 21. Je voulais vous dire que tous les jeudis, mon mari regarde la télé et ils ont une chaise, tu sais, comme ça, comme on est là. Donc elle regarde dans l'autre direction et elle travaille. Mais elles sont juste ensemble. Et mon mari, je sais pas ce qu'il regarde. Elle me dit, ça fait des semaines que j'entends vos commentaires. L'autre jour, je me retourne et j'ai sursauté. Je pouvais pas croire que c'était de la boxe ce que j'entendais. Ouais, magnifique. Tu saisis, et là j'ai dit waouh. Donc j'ai réussi à. J'ai dit waouh, j'ai réussi mon pari. T'as réussi à lui faire changer d'avis. Et elle m'a dit, quand je me suis retourné, j'ai vu des gros balaises qui se tapaient dessus. Et elle m'a dit, après j'ai écouté, j'ai vu les finesses, les subtilités, tout ça. Je dis madame, merci, c'est le plus beau retour que j'ai. Magnifique. Et donc je voulais vraiment faire ça, faire du beau. Et on a une ère là de dépression, de fatigue, tu vois, toi t'as ta salle. Je sais que c'est dur, hein. Moi j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, d'être en bonne santé. Il y a ces 2 ans de détresse, un Français sur 5 qui a pensé au suicide. Il y a cette pression sociale, il y a cette course à la compétition, il y a cette division, les musulmans, les feuges, les noirs, les blancs, les hommes, les faces, les Russes, les Ukrainiens, les masques, les sans-masques, je n'en peux plus. Tu te rappelles qu'il y a 7-8 ans, j'avais mis un petit message sur Facebook, bonne année de je sais plus quoi, les feux, je vous souhaite ceci, les rebeux, je vous souhaite cela, les renois, un peu plus de muscles, un peu plus, et tu m'avais mis un message de ouf, tu m'as dit André, tu m'as tué. Alors, il y a un autre truc qu'il faut qu'on parle aussi, Aurel, quand même. Donc voilà, pour revenir sur l'équipe, c'était vraiment la possibilité de se servir d'un mass média pour envoyer ce que j'envoyais avec mes points sur le ring, ce que j'envoyais avec mes dunks au basket. Envoyer du bonheur, de la joie et du bien-être. Moi j'ai adoré. Tu te rappelles maman de lui sur la télé? Ouais, je me rappelle. Moi j'adorais. En fait, c'est quoi? Des fois je regardais, des fois je voyais le combat, des fois je me disais, bon, il est pas terrible. Je mettais le son. Je faisais mes trucs, tu vois, je faisais mes trucs ici et là, et je t'écoutais. Et j'adorais, je me suis dit, mais c'est ça la boxe. Tu vois, moi ça me fait plaisir, tu vois. Tu vois la fameuse phrase de Albert Einstein qui a 2 manières d'être à la vie, de rien voir comme un miracle ou de tout voir comme un miracle. Ceux qui me découvrent là, va voir les interviews de Duhart avant 2011. Je n'étais pas comme ça. Non. Fin de carrière, 15 kilos de plus, le couple qui partait en sucette, j'étais aigri, négatif. T'étais dépressif. J'ai une grosse dépression, bien sûr, je le ressens. Bien sûr, c'était nié. Et donc aujourd'hui, je le fais avec beaucoup de joie pour te dire que c'est accessible, que c'est réel et que c'est possible, tu vois. Donc c'était vraiment cette mission d'envoyer plein de love, plein d'amour et vous envie de vous bouger les fesses, de croire en vous et d'arrêter de diffuser des messages de peur, des messages d'inquiétude, des messages de crainte et de haine. C'est trop facile. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. Alors, attention, parce qu'il y a d'autres trucs sur Aurel que vous savez pas, vous savez pas, et moi je l'ai raté, je suis tellement désolé, je t'avais envoyé un message pour ça, je suis tellement désolé. Aurel, il a fait aussi de la scène, il a fait des one-man shows, et à un moment je t'avais dit, tu m'avais dit viens André et tout, je dis je vais venir, et je sais plus pourquoi, je suis pas venu, mais je m'en veux encore aujourd'hui, mais je sais que tu vas peut-être y revenir. Donc explique-nous un peu ça, tu fais de la scène, tu fais des one-man shows gros, du one-man show, c'est-à-dire le gars il passe de la télé, de ceci, de cela, et on va parler aussi d'autres choses, mais il travaille dans la sécu, dans des cours, il fait ci, et puis d'un coup il se dit tiens, moi je suis drôle, je suis frais, je vais faire du one man, du stand-up un peu. Raconte-nous un peu ça. Alors l'idée
l'idée, c'est que tu vois, en fin de carrière, j'ai toujours donné des cours collectifs. Rappelle-toi, depuis 1991, 3, 4, 5 soirs par semaine, j'ai 30, 40, 50 personnes devant moi qui me disent parle-moi. Ouais. Donc apparemment, j'ai des trucs qui touchent les autres. Ça ne vient pas de moi, il y a quelque chose, on est tous connectés. Hein. Voilà. Je dois ça à la force de vie. Voilà, je fais ça aujourd'hui sans fierté et sans humilité. C'est ce que je suis. Voilà, que ça plaise ou pas. Et donc en fin de carrière, les cours collectifs, tout ça, ça paye pas trop, tu vois. Je commence à connaître le coaching perso et je me dis ouais, je vais faire du coaching. Je commence à m'intéresser à la séparation, notamment vers 2009-2011, même si on s'est séparé vraiment en 2014, à moi. Ouais. Je sais pas qui je suis. Ma femme, je peux être confiant face à 5 mecs bourrés avec des bouts de bois, et quand ma femme va acheter des clubs, je me sens abandonné. Ouais. Je peux perdre un emploi, je peux partir de la chaîne L'équipe, perdre de l'argent, perdre tout ça juste par conviction, et je peux être chamboulé parce qu'un ami vient pas boire un verre chez moi et m'inquiéter toute la soirée. Les émotions. C'est bien paradoxal. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je me connaisse, donc je vais passer autant de temps à interroger l'intérieur, à rencontrer l'intérieur, que j'ai passé de temps à rencontrer le muscle, la force, la puissance, les PAO, le sparring, la bouffe. Il faut que je m'intéresse aux peurs, aux émotions, aux idées, aux confiances, la psychologie, la psychanalyse, l'alimentation, la respiration, les postures, le mysticisme, les sciences, les pierres, les couleurs, les voyages, tout. Il faut que je m'intéresse à tout ça. Parce qu'on va en parler aussi. Hein. Ouais. Donc j'ai ouvert mon champ des possibles et je me suis fait pas mal remplacer à cette époque, et 2 ou 3 soirs par semaine, j'étais devant mon ordi avec des livres, et tout ce que tu entends là, tout ce que tu vois, ça sort de là. J'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce qu'il y avait dans mon ventre, dans mon cœur, et que je ne savais pas verbaliser. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les conférences, les formations, j'ai fait plein de trucs, et j'ai commencé à ajouter ça à mes cours. La dimension confiance en soi, la dimension un peu, tu sais, Maître Yoda, des petites phrases à chaque cours. Et ça a plu, ça marchait. Et les gens, non seulement ils boxaient mieux, j'avais des résultats plus rapides, mais j'avais des transformations dans leur vie de tous les jours. Et donc je passe aux cours particuliers, et sur les cours particuliers, chez notre ami Pascal Lafleur, qui m'a formé à ça dans son atelier de bien-être. Dans le 12e. Ouais, dans le 3e, dans le Marais. Ouais, dans le 3e plutôt. Les gens, sur 1 heure de cours, ils payaient 90 € pour être 1 heure avec moi. Sur 1 heure de cours, ils boxaient 10 minutes et ils me parlaient. Ouais. Et ils me posaient des questions, ils abordaient des sujets, la famille, la religion. Et je voyais que tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais expérimenté, toute cette expérience, elle ressortait d'une manière qui leur donnait des pistes, des réponses. Ils paraissaient apaisés, ils paraissaient rassurés, voire reboostés. Et je me suis dit, ouais, mais ça me plaît de parler de boxe, mais j'ai envie de parler d'autre chose. Donc je voyais les conférenciers, David Laroche, Anthony Robbins, et puis plein d'autres que j'aimais beaucoup, des Français aussi, des paroliers, j'ai vu les humoristes, j'ai dit je veux faire ça. Ouais. Je veux faire ça. Et donc c'est un One Human Show. Ouais, je me rappelle. One Human Show. Ouais. Et en gros, c'est une conférence de bien-être, de connaissances, de transfert d'informations, de partage de joie, d'expérience, de partage aussi de ce qui est, de tristesse, de peur, pour déculpabiliser, responsabiliser, arrêter de se victimiser, mettre de l'énergie et aller regarder les problèmes de ta vie à partir d'une autre position, d'une autre posture. Regarder ton passé, tout ce que tu vois comme des freins, comme des tares, comme des injustices, comme des expériences, des éléments de croissance. Et je sais que tu peux pas l'entendre aujourd'hui parce que si tu es mangé par la négativité, tu vois ça comme des punitions. Ouais. Donc je décide de faire des conférences. Et attention, hein, je m'y prends, je rédige, les pensées, les slides, tu vois, la confiance, la respiration, je prépare mes exercices. Et la vie m'amène, imagine-toi, je passe de Belloni, tout ça, 3000 personnes. Je fais ma première conférence, une maison de retraite. 10 personnes. Tu vois, la claque pour l'ego, quoi. Ouais. Là, moi, je vais faire des salles pleines. Ils vont m'appeler le Stade de France, les équipes de France. Mon cul, tu recommences à zéro, mon pote. C'est magnifique de recommencer. J'ai tout recommencé à zéro en 2011. C'est magnifique. Je me retrouve dans une maison de retraite avec 10 vieux, des respirateurs, l'ambiance un peu triste qu'il peut y avoir là et tout. Et sur la confiance en soi. Wow. Je dis, bon, allez, je me lâche. Je fais la conférence. 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, les gens descendent, les sociétaires, les gens de la cantine, les femmes de ménage, tout le monde est là, tout le monde rigole, tout le monde se marre. Et je finis ma conférence et je suis super content, tu vois, je vois qu'il s'est passé un truc. Je sais pas s'ils ont appris à respirer, je sais pas s'ils ont pris conscience de la puissance des pensées. Mais il y a eu un échange. Mais il y a eu quelque chose, du bien-être et de l'espoir. Comme on dit, c'est tout. Ouais. Apporte ça, après ça sera tout seul. Et là, quand il y a peu de monde, je vais les saluer après la conférence, je salue tout le monde et je vois une petite dame sur son fauteuil roulant.
3-4 cheveux blancs, la peau burinée par les années, les yeux bleus vitreux, tu sais, l'assistance respiratoire, la chaise, le lit, la femme à côté de l'infirmière, et elle m'appelle comme ça, tu vois, et je viens vers elle, et elle m'attrape avec un moignon, elle m'attrape comme ça le cou, elle me fait un bisou là, tu sais, c'est trop mignon, et elle me parle, il y avait l'assistance respiratoire, tu vois, et l'infirmière qui devait avoir l'habitude va pour lui enlever, et là avec son moignon, elle tape sur la main de l'infirmière, elle l'enlève. Il a dit que tant qu'on pouvait bouger un doigt, fallait bouger un doigt. Ouais, magnifique. Et là, tu t'es dit, c'est on se tombe dans les bras et elle me regarde comme ça et elle me dit merci pour le spectacle. Waouh. Et là, tu dis, là, il se passe un truc dans ta tête. Là, tu dis, on est complètement à côté de la plaque. J'attendais à faire une con et les gens, il y avait un spectacle. Et là, je me gratte la tête. Je dis bon, je tiens un truc. Je suis gavé d'informations et je peux les partager aux autres. Maintenant, est-ce que je vais faire le conférencier? Oui, slide numéro 1, des mots compliqués. Est-ce que je vais faire le champion? Ouais, on va y aller, on va tous la tuer. Non, je vais faire un mix de moi. Cet enfant drôle que j'étais, cet enfant fragile, ce clown, des informations percutantes, puissantes, de la douceur, de la légèreté. Et on va présenter ça sous forme discutationnelle. T'inquiète pas, on va choisir un sujet, tu vas partir nourri, mais tu vas t'amuser, sourire et vivre une expérience. Et c'est ce que je propose aujourd'hui dans les entreprises, dans les écoles. Oui, ça fait un moment maintenant. 300 gamins dans un gymnase tout seul. Mais ça fait un moment que tu fais ça. Ça fait un moment, elle a la prison de la santé, j'ai re-signé pour 9 dates. Il y avait une dame, une jeune fille qui s'occupait d'envoyer les infos pour ton... Elle m'avait contacté, monsieur Zéto. Je dis ouais, je veux venir, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai raté. Il y a pas mal de dates, c'est un peu en privé, c'est dans des... Quand je vais en entreprise, la conférence que je fais, c'est ce One Human Show, mais là je vais en refaire en public et je demanderai aux gens de venir. Mais quelque part, tu vois, c'est à double tranchant parce qu'il y a tellement de gratuits, il y a tellement d'accès avec le téléphone, tout ça, que les gens ont du mal à les faire se déplacer. Et j'ai fait quelques trucs à Paris, il y avait peu de monde. C'est vraiment bizarre comme quoi il faut être humble. Quand les gens organisent et qu'ils invitent du art, c'est plein. Quand moi j'organise, pourtant c'est le même bonhomme, il y a ma famille. donc voilà, je suis aussi à la recherche de ça, tu vois, d'un tourneur, de quelqu'un qui croit en mon discours, qui croit en ça, et quelqu'un qui est fort pour rassembler des gens, louer des salles et poser des culs. Moi je ramène les gens, tu vois, et il y a vraiment une belle opportunité à jouer là-dessus. Donc toi qui m'écoutes, ton club, ton asso, ton entreprise, si tu veux amener du bien-être, si tu as du budget, je le prends, si tu n'as pas de budget, je viens bénévolement. Comme ça c'est accessible à tout le monde. Bon, on arrive bientôt au terme de... Moi je dis pas interview, je dis si c'est une discussion de frérots, de poteaux de boxe. Tu sais ce que ça me rappelle, si je peux te partager ce que j'ai entendu, on appelle ça une bibliothèque humaine. Ouais, c'est beau. Au lieu d'ouvrir un livre, tu ouvres une personne. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment ça, une bibliothèque humaine. J'ai fait ça une fois, on appelle ça comme ça, monsieur Duhart, on va vous ouvrir. Je dis venez, vous êtes où là? Mais non, pas comme ça, on va vous poser des questions. Et c'est vraiment ça. Et bravo pour... André, j'en ai fait des interviews avec des professionnels, des journalistes. Franchement, t'as une profondeur. Et non, franchement, bravo. Non mais Aurel, parce qu'on se connaît aussi. Moi je te connais depuis tellement longtemps, je te connais. Mais avant moi, toi tu connais la vie, tu connais les hommes, tu connais ça. Donc à un moment tu tournes et tu dis ok, j'ai vraiment envie de faire attention à moi. J'ai touché le fond au niveau émotion, au niveau... Parce qu'à un moment, c'est vrai que moi, je me rappelle, je parlais avec toi, t'étais... Parle-en de cette période, parle-en, c'est important. Oui, t'étais en bad, tu faisais une dépression, tu me disais avec ma meuf, c'est chaud. Avec ma femme, d'ailleurs, pardon, c'est chaud. Je disais, ah bon, et tout, on se voyait dans les galages, c'est là, après. Je dis, ça va, ouais, je te voyais, t'étais en bad, t'étais un peu... tu vois, un peu dark, un peu. Dark, tu vois, bad. On va traduire vraiment dépressif, négatif, abattu. Et là, je te croise, pas loin de République, tu te rappelles? Ça remonte il y a 10 piges. Je te croise à République et tu me dis, écoute, je dis, viens, on va prendre un café, Aurel. On se prend un café et tout, je dis, viens à la salle. Et là, tu me dis, André, écoute, là, ça y est, j'ai changé. Je veux faire attention à moi pour être open pour les autres. Donc, je vais faire attention à ce que je mange. Je vais faire attention à ceci, à cela. Explique-nous un peu ça. Très simplement, comme toi, comme moi, le ras-le-bol quoi. Je commence la boxe à ce poids-là, tu vois, 72 kilos. J'arrive en fin de carrière, 88, énorme. Et moi, j'avais un complexe. Mais costaud quand même. Costaud, mais c'est pas moi. Costaud, mais c'est pas moi. Des gros trucs, tu sais, plus vif, plus tonique, plus explosif, un bulldozer, un rouleau compresseur. Alors que moi, j'étais un roseau, tu vois. Et j'avais un mantra dans ma tête, grossir, c'est vieillir. J'ai pas eu de muscle dans ma vie, tu vois, je suis très sec, j'avais pas des gros pecs, j'ai eu des tablettes de chocolat, genre à 13 ou 14 ans, je les ai eu. J'ai vu ça, j'ai dit, je veux.
Ils sont là encore. Et à 52 piges. Oh là là. À 52 Oh là là. piges. Oh, et puis en plus, ça pique. Et donc, je me dis, c'était vraiment un petit peu, tu sais, le corps physique, la santé, pour moi, l'extérieur, il reflète l'intérieur, tu vois. Et cette force, je voulais combattre la vie, combattre l'injustice, combattre ma femme, combattre les racistes, combattre ci, quoi. Et tout ce combat, ça m'avait créé une carapace, une espèce de je prends sur moi. Demande-toi si tu as du poids en plus, ce qui t'appartient pas, tu vois. Et ma vie n'était pas confortable. 5 kilos. Voilà, le couple qui part en couille, je vois tout ce sur quoi j'avais misé, la boxe s'arrête, le couple s'arrête, qu'est-ce que je vais devenir? Tu deviens vieux. Ouais, tu deviens vieux, tu deviens aigri, je commence à être l'adulte auquel je voulais pas ressembler, quoi. Et je me dis, il y a un virage dans la vie, quoi. Et je me dis, faut que la séparation, la rupture, la douleur, je me retrouve tout seul chez moi, sans ma femme, sans mes enfants. Et là, silence, solitude, ennui. Et là, je me rends compte que il n'y a pas mes enfants, mais c'est le bordel dans ma tête. Il n'y a pas ma femme, mais c'est le bordel dans ma tête. Waouh, même quand il n'y a personne, fais ça. Hein. Mets-toi tout seul chez toi, ferme les yeux 5 minutes. Tu vas voir que sans tes gosses, sans ta femme, sans personne, il y a un bordel fou là. Ouais. Et là, je me rends compte que je ne suis pas en paix. Ils sont partis, je devrais être tranquille. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de manque. Ouais. Et je sens la colère, le manque, les frustrations, l'incompréhension des relations de couple, le rapport à l'argent, le rapport au sexe, le rapport à la religion. Tous ces trucs qu'on m'avait... Tout ressort. Comme si vraiment mon âme, ma conscience, comme si une partie de moi... Parce que c'était en attente aussi. En fou. C'est en attente parce que ça sort quand c'est en souffrance. Ouais. Oui. Ce que l'être humain n'apprend pas dans la douceur... il l'apprendra dans la douleur. Toi qui m'écoutes, sors un cahier et commence à écrire ta vie. Attends pas un divorce, attends pas un burn-out. Avant la première rupture amoureuse. Tous les psychologues le disent. N'importe quel être humain, quel que soit le traumatisme qu'il ait vécu, s'il en prend conscience avant le premier choc amoureux, ça va être plus facile pour lui. Et nous, on accumule. Les chocs amoureux, c'est violent. Hein. Ça révèle tout. Ça révèle toutes les plaies. T'as beau être champion du monde 1000 fois, tu rentres t'es un canard. Hein. Donc là, je me rends compte, dépression, tristesse. Je vais finir dans le Parisien. Je vais vous le dire clairement, je suis là. On est beaucoup d'hommes. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a 6000 hommes qui se suicident par an en France. Ça fait 12 par jour. Au bout du rouleau, quoi. Au bout du rouleau. Dépression, départs familiaux, on te prend ton emploi, tout les SDF que vous voyez dehors. Ouais. Souvent, c'est dépression. 98% des détenus en France sont des hommes et bien souvent, c'est des drames familiaux. Ouais. Je ne vous dis pas que les femmes ne souffrent pas. Elles souffrent différemment. Terriblement. Là, tu es en train de montrer à tout le monde, avec tes 120 combats contre des bombes, contre des grands champions, que finalement, tu te rends compte que tu es un être humain comme tout le monde. Ouais. Avec tes plus, fragile, avec tes moins. Un boxeur, c'est quelqu'un de sensible, on le sait très bien, très sensible. Et surtout un champion, ça reste quand même quelque part un petit bébé quand même. Hein. Ouais, parfois. Et là, tu te retrouves tout seul et tout, tu dis, sa mère, je vais prendre ma vie en main. Ouais. Ou je passe de l'autre côté. Exactement. Là, j'ai binaire. Ouais. C'est binaire. Je vais finir dans le Parisien. Ouais. Je vais faire une dinguerie. Ouais. Je le sais. Je vais lui faire du mal à elle, au mec avec qui elle est partie. Je vais faire du mal à mes enfants. Je veux faire du mal à tout le monde. J'ai la haine en moi. Ouais. Quand tu presses un citron, il sort du jus de citron. Ouais. Quand tu es plein de haine et qu'on te presse, il sort que de la haine et de la colère. Exact. Les gens qui te bousculent dans la rue, si la colère qui sort, c'est pas parce qu'il t'a bousculé, c'est parce que tu es plein de colère. Et donc vraiment là, je commence à péter un câble et je me dis, faut que je fasse un virement. Et je me dis, il faut que j'ai des choses puissantes, efficaces. Donc bien sûr, la première chose, c'est le pardon, la gratitude, écouter des chansons d'amour, arrêter des trucs, éteindre la télé, éteindre la radio, éteindre les médias, éteindre tout ce qui est polluant, nocif, qui entretient polluant, tout ça. L'accès à la méditation, la respiration, la bouffe, du calme et bien sûr deux choses, l'alimentation. On est ce qu'on mange. Tu deviens ce que tu manges. Exactement. Tu manges pas des calories, tu manges de la mémoire. Si ce que tu as mangé a vécu de la souffrance, tu mets de la souffrance dans ton ventre et de la souffrance sortira. Ouais. Je me suis dit, la première chose que je peux faire, je veux plus faire souffrir ma femme, je veux plus souffrir de mes maux de mes manques. Je veux pas faire souffrir le monde et je vais faire souffrir des animaux et je vais en manger tous les jours et de manière déraisonnable et je vais empoisonner mon corps. Donc j'ai éliminé tout ce qui était animal. Une semaine, 7 kilos. Ne me crois pas. Une semaine, moi, je te crois. 7 kilos. Le ventre, on n'a pas le temps là pour ça aujourd'hui. Enfin bref, 7 kilos en une semaine, je retrouve de la fraîcheur, moins de colère, moins de temps, moins d'agressivité. Toujours une révolte face aux injustices, mais plus l'envie de taper les gens. De la compassion pour mon histoire. Je commence à remettre de la responsabilité. Tu redeviens humain. Je redeviens humain, je redeviens juste avec moi. J'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de me sentir comme une merde, j'ai le droit de demander de l'aide.
Et là arrive, c'est beau ça. Arrive des rencontres. Très important. Voilà. Je vais remettre un genou à terre comme j'avais jamais fait sur le ring et j'ai fini avec des bras cassés, des mains cassées parce que j'ai jamais mis un genou à terre. Ouais. Donc là, je me rends compte que j'ai besoin d'aide. Je vais trouver des guides, des mentors, comme j'avais trouvé pour le karaté, pour le sport. J'étais trouvé des philosophes, des Pascal Lafleur, d'autres, beaucoup de comment dire, Raphaël Mailleux. Pardon à tous ceux que j'oublie, plein de formateurs sur Internet. Des gens en paix, des gens dans le calme, des gens vivants, joyeux. Alors ma maman, c'était c'est revenu bien après, tu vois. Mais sur toutes les bases qu'elles nous ont appris, ma maman, mon papy, tout ça a réémergé quand j'ai décidé d'arrêter de me battre. Tant que j'étais dans la haine, la colère et la peur et l'ego, je pouvais pas écouter la voix de mon père et de ma mère, c'est pas possible. Donc là vraiment ce virage à demi-tour, 180 degrés, l'alimentation végétale, vivant, varié. Essaye 3 jours. C'est super important, le carburant que tu mets dans ton corps, l'alimentation, la respiration, la qualité des pensées. Tu manges combien de fois par jour? Là, c'est encore particulier. À l'époque, je mangeais 3 fois par jour, comme tout le monde. J'avais supprimé tout ce qui était animal et trop transformé. Après, j'ai commencé à supprimer le petit déjeuner. Là, ça a repoussé le repas du midi, ça a repoussé. Et là, ça fait 1 an que le repas... Tu fais un régime... Ça fait 1 an que là, je mange que le soir. Non, mais tu fais un régime, donc... J'arrive pas à donner un nom. Ouais, t'as pas de nom. J'écoute mon corps. T'écoutes ton corps. J'écoute mon corps. Depuis que je me nourris de joie, toi qui m'écoutes là, franchement, regarde, imagine que là, tu peux pas te lever et que pendant 5 heures, on te parle des sujets qui te passionnent, tu te lèves pas et tu manges pas. Vrai ou pas? Les enfants quand ils jouent. Les enfants à table. Nourris-toi de joie, nourris-toi d'émotions, nourris-toi de contact, nourris-toi de couleurs, d'odeurs. Et tu verras que tu mangeras moins. Bouge plus. Donc vraiment l'idée, elle est là si tu veux récupérer de l'énergie. Faites-vous accompagner, c'est super important, j'aurais pas réussi seul. Et si tu veux ça, c'est important. Un levier puissant, alimentation, respiration et quelque chose qui va te paraître antinomique avec ce que je dégage, ralentis. Là, je ralentis pas parce que c'était très vif, mais je peux me permettre d'aller très vite et d'être très joyeux parce que 4 heures aujourd'hui, j'ai ralenti, vois. Donc j'en suis là. Tu ralentis. Je respire, je me pose, méditation, hypnose, sophro, appelle ça comme tu veux. T'enlèves toutes tes images, toutes les infos que tu as parce qu'on balance beaucoup d'infos et on est obligé de les accepter. Moi, c'est pour ça que je regarde pas la télé depuis 20 ans. C'est-à-dire que moi, les infos, on me les jette et moi, je les refuse. C'est-à-dire les infos, je vais les chercher quand j'en ai besoin. Donc là, on en est là. Et pour finir, en fait, tu sais très bien que c'est jamais fini. Mais avant le 2e épisode, c'est Aurélien Duarte aujourd'hui, c'est quoi là? T'as 52 ans, c'est quoi là dans les mois et dans les années qui vont venir? Enfin, on va dire dans les mois. Un truc qui... Dans les mois qui viennent, déjà une situation particulière, parce que suite au Covid, la crise, c'est la crise mal gérée, au fait qu'on empêche énormément de gens de travailler, t'as connu ça, et je suis en pourparlers peut-être pour que ma maison soit saisie par la banque. Donc peut-être que à la rentrée, je déciderai de partir dans le sud voir mon fils. Tu m'en as parlé. De m'installer là-bas. Pas mal aussi, hein. Voilà. Sinon Aurélien, aujourd'hui, c'est impacter le plus de gens le plus rapidement possible. De toutes les manières possibles. Et je te remercie de m'avoir créé celle-là, André. Donc des prises de parole, des formations, des conférences, des coachings, des accompagnements. Et c'est ce on mettra un petit quelque chose sur la vie, bien sûr. Si tu veux, tu sais quoi, à tous tes abonnés, je vous offre une formation que j'ai fait il y a 2 ans, qui était vendue 2 000 €. Il y a 21 vidéos faites par mois avec cette énergie-là sur des sujets précis, 21 initiations à la méditation, plus 21 textes. Il suffit de faire une demande privée sur mon Insta ou Facebook et je vous l'envoie gratuitement. On mettra. C'est super gentil, Aurel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Aurélien? D'abord, il a un prénom qui est magnifique. Duarte, ça pète. Non, mais ça pète quand même. Et Duarte, direct du gauche de Duarte, genou de Duarte. Non, mais ça pète quand même. On va faire un petit truc, on va vous faire un petit plaisir. Mamad, il va couper et on va revenir. Vous allez être un petit peu surpris. Allez, vas-y. Allez, on y va. Oui. Ouais, tranquille, un petit direct. Tu es avec qui quand même? Tu sais que t'adores ça. C'est pas pour les kick, ça va être plus lourd. Pardon. C'est pas ses genoux. Moi j'adore. Calme, on revient. Putain, la jambe gauche. Tu as un kick là encore. Oh, 52 piges, il m'a cassé le bras. C'est pas des middle qu'il a, c'est des meubles. Il a des meubles. Merci beaucoup, Aurel. Je voulais vraiment te remercier pour
pour cette visite extraordinaire. Aurélien Duarte, 17 ans, avec des pneus ici. Voilà, les middle d'Aurélien Duarte, 52 ans. Bon, ça va, j'ai pas mal, je peux plus marcher. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Moi j'ai adoré. Aurélien, je peux l'écouter 10h, 11h, 12h, ça me dérange pas, tu vois. La différence c'est que bon bah c'est pas ma meuf, tu vois. Mais voilà, vous avez vu, c'est un immense champion. Vous avez marqué quand même ce que je disais tout à l'heure. Les champions, ils ont quelque chose d'extraordinaire en eux. Et c'est pour ça que ce sont des champions. Ce sont des gens attachants, sensibles. Et je les trouve super beaux. Aurel, viens. Yes. Bon, en plus il a un truc sur lui, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait mal, hein. Ça se mérite, et ça c'est beaucoup de travail, et physique, et mental. Merci beaucoup Aurel, c'est magnifique. Aurélien Duarte, champion du monde de boxe, et champion du monde de la vie aussi. Merci Aurel. Merci André Zetoun. Moi taille mon vôtre.